Salut à tous les copains, et oui ça y est, c'est Roue Libre, c'est le stream sport qui commence avec la First Team. Aujourd'hui la première équipe c'est Roue Libre, c'est parti pour Roue Libre. Salut à tous les rouleurs, très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous désormais que vous connaissez tous les week-ends. La First Team et ensemble, tous ensemble, on va être ensemble de 16h30 jusqu'à minuit. Polo, Robin, et aujourd'hui, quel bonheur de retrouver Roue Libre. Ça y est, là, pour la première fois, Polo, Roue Libre et la première équipe du Stream Sport. Ah bah oui, le timing fait bien les choses puisque le Giro commence à peu près en même temps que ce projet Stream Sport. Du coup, Roue Libre va avoir une belle place sur les premiers week-ends puisqu'on va suivre toutes les semaines ce Giro. Ça commence aujourd'hui avec la preview, puis on se retrouve samedi prochain à la même heure pour débriefer la première semaine de course. Dans 2 semaines, on aura la viewing party avec la montée du Zoncolan. Tu seras pas là, Robin, il me semble. Non, c'est dommage. Je fais ça. Pour le Zoncolan, on fera viewing party aussi et un peu de débrief de cette deuxième semaine. Et on terminera le 30 mai, un dimanche, pour débriefer la totalité de ce Giro et voir qui va le remporter, parce que c'est ça aussi la vraie question d'aujourd'hui. Et oui, parce que la question aujourd'hui, ça va être notamment de suivre en ce moment même, parce que quand on prend l'antenne à 16h30, on l'a choisi aussi parce que le Giro en ce moment connaît son prologue en direct. Donc on va suivre dans les prochaines minutes les arrivées des prochains favoris, parce qu'en ce moment même, Egan Bernal, Simon Yates vont partir. Donc on va suivre ensemble en live les départs de ces 2 favoris et on va faire globalement une preview de ce Giro, les parcours, les favoris, etc. Robin, ça va être une émission chargée mais très intéressante. Exactement, je suis ravi d'être là, mais grosse erreur peut-être sur le t-shirt blanc qui me fait très très rouge là, mais bon, on fera avec. Ouais, bon, t'inquiète. On te l'a déjà dit, le t-shirt blanc, on te l'a déjà dit. C'est vrai que le t-shirt blanc, c'est jamais une très bonne. Et toi, Joseph, ça va ? Bah écoute, ouais, franchement, je suis très excité là depuis le début de semaine, Polo, que tu es venu me voir et que tu m'as dit ça y est, Roue Libre va se lancer sur le stream sport. J'étais impatient, on a préparé ça toute la semaine, je me suis fondu dans le Giro et j'ai commencé à regarder toutes les étapes, tu sais, ces moments-là où tu regardes qui participe, comment il est. J'ai vu que tu avais bien bossé, Et ce qui est cool, c'est qu'on a 1h45, donc on va avoir plein de choses à dire à tous nos rouleurs. Parfois, ils sont un peu frustrés qu'on ait qu'1 heure pour discuter. Là, on aura le temps de bien aller en profondeur sur tous les sujets. Exactement, et d'ailleurs, depuis le début de l'année, si vous découvrez Roue Libre, sachez qu'on a créé un nouveau rendez-vous sur la chaîne Twitch de First Team notamment, et ce rendez-vous s'appelle La Petite Roue et c'est tous les lundis à 21h. Et là, quand on n'a pas la possibilité de faire une émission sur YouTube, eh bien, on se retrouve ensemble sur Twitch, les gars. Et puis, c'est catastrophique. Souriant. Au bout d'un moment, j'avais demandé à Joseph, Jérémy. il a toujours l'air bien sur ses photos. Ah ouais, mais Joseph, il est BG. Ouais, nous, il y a un peu plus de travail, j'ai l'impression. J'avais demandé à Jérémy, notre CM, qui a pas mal de photos de moi, il est un peu fan, de changer. Il l'a pas encore fait, donc on va attendre. Et on salue évidemment tout le chat qui est ici présent. Il y a déjà pas mal de monde. Et on salue Thomas Dufont aussi, qui est notre chef d'édition jeu, qui se régale de m'afficher sur cette photo. Bon, le programme du jour, du coup, pour cette émission, on vous a parlé de preview, mais on va donc parler du parcours. Ça va être très important. Vous allez rater absolument aucune. On va vous dire en gros quelles étapes il ne faudra absolument pas rater. Après, on aura un débat très clair qui est le favori. Qui va gagner le Giro. Il faut mettre les pieds dans le plat. Il a raison, Robin. On n'est pas là pour bégayer. Qui va gagner le Giro ? Et on le sait, on a des infos. Ah, exactement. En gros, vous allez nous donner chacun vos 2 favoris et on terminera avec notamment un focus sur les Français parce que ça nous intéresse toujours de savoir où ils en sont et notamment Romain Bardet. Voilà, vous avez tout en main, les amis. Donc on part pour le premier focus sur le parcours. C'est parti. Avant de partir sur le parcours, on fait un petit tour par le prologue du Giro qui est en ce moment, on le rappelle. Juste pour vous dire que ça y est, on a Simon Yates et Egan Bernal qui sont partis. On va guetter leur passage au premier intermédiaire. Sachant que si vous n'avez pas encore vu ce prologue, on a donc... On va dire quand même une belle surprise parce qu'à l'arrivée, c'est le jeune Italien Edoardo Affini qui est actuellement leader devant son équipier de la Jumbo-Visma, tout aussi jeune et néo-pro, Tobias Foss. Et on a Rémi Cavagna notamment qui est 3e, qui est repoussé à 7 secondes d'Affini. Ce qu'on va dire déjà, c'est que c'est décevant en tout cas pour Rémi Cavagna, Polo.
Ouais, c'était un peu décevant, surtout quand son objectif presque de la saison, c'était ce prologue. On l'a vu très en forme les semaines qui ont précédé ce Giro. Il l'a dit dans la presse cette semaine. Il est arrivé pour remporter ce prologue et pour porter ce maillot rose, un maillot qui n'a pas été porté depuis 1999 et Laurent Jalabert par un Français. Ça aurait une significative assez cool, mais le fait est qu'aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui, notamment Tobias Foss et Edoardo Affini, les deux coureurs de la Jumbo-Visma. Marion Rousse disait aux commentaires qu'il n'y avait pas de regret à avoir. Je pense pas que ce soit je pense pas que Rémi Cavagna pense la même chose en ce moment dans le bus de la Quick Step. Il avait décroché sa première victoire World Tour sur un chrono il y a 10 jours au Tour de Romandie, donc même pas 10 jours, une semaine. Donc c'était vraiment tout était aligné, tout semblait aligné pour qu'il gagne ce chrono. Et voilà, tu disais que s'il devait perdre, c'était peut-être face à un Filippo Ganna. Mais voilà, j'imaginais en tout cas qu'à ce moment-là de la journée, il serait meilleur temps provisoire et qu'on devrait attendre le passage des autres favoris. Mais non, c'est déjà cuit. En ce moment, Joao Almeida ne va pas tarder à arriver dans 2-3 minutes. En tout cas, il est passé au premier intermédiaire. Il a le 5e temps, Joao Almeida. Donc voilà, en tout cas... Bernal a le 30e temps, a déjà 10 secondes du meilleur temps d'Edoardo Affini au premier intermédiaire aussi. Ah oui, effectivement, il est à 10 secondes, effectivement. 9 secondes pour être précis. Ah oui, voilà, joues sur les mots, Polo, on va... un peu sur les mots. Oui, exactement. Je joue complètement sur les mots et sur les petites secondes. Mais en tout cas, Bernal, s'il pouvait être à 9 secondes et pas à 10 secondes, il serait bien content. En tout cas, je vois que vous êtes très chaud dans le chat. Commencez à nous dire quel est votre favori pour le Giro. J'utiliserai un peu ces réponses tout à l'heure. Nous, on va se concentrer sur le parcours, les gars. Robin, si quelqu'un n'avait pas encore vu du tout ce qu'il en était de ce parcours, comment est-ce que tu le définirais globalement ? Est-ce que c'est un parcours pour rouleurs, pour grimpeurs ? C'est pas un parcours pour rouleurs, mais peut-être. C'est rarement le cas. C'est rarement des parcours pour rouleurs sur le Tour d'Italie. Je dirais que c'est un parcours classique du Tour d'Italie avec beaucoup de montagnes, des arrivées qui vont être spectaculaires. Tout à l'heure, Polo parlait en préambule de l'arrivée aux Zoncolan que vous vivrez ensemble pendant l'émission. C'est forcément le col qui est un peu le symbole du Giro depuis quelques années. C'est pas forcément le plus mythique, mais c'est un dessous où il y a les plus forts pourcentages et c'est très symbolique. Et voilà, on va avoir beaucoup de montagnes. Il suffit de voir la dernière semaine. On a peut-être 3 arrivées, peut-être 4 au sommet. J'ai plus le détail des numéros d'étapes en tête, mais voilà, énormément d'étapes de montagne. Peut-être pas 4 arrivées au sommet, mais 4 étapes de montagne dans la dernière semaine, c'est énorme. Et en termes de contre-la-montre, on a 38 km et quelques, quasi 39. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Forcément, on a quand même un petit peu de chrono, mais en plus, on n'a pas de favori cette année qui est un pur spécialiste du contre-la-montre, comme on a pu l'avoir sur le Tour de France depuis quelques années. On n'a pas un Primoz Roglic, ni un Pogacar, ni un Geraint Thomas, ni un Dumoulin, tout à fait. Donc voilà, il n'y a pas un coureur qui peut miser sur les chronos en se disant je vais gagner le Giro sur les chronos. Donc ça va se jouer en montagne. Est-ce que tu l'as apprécié ce parcours-là, Polo ? Est-ce qu'il t'excite un peu plus que d'habitude ou non ? Bien sûr, parce qu'il y a une vraie rupture avec le parcours du Tour de France. Et ce qui est intéressant avec le Giro depuis quelques années, c'est qu'il cultive cette rupture en essayant d'attirer des coureurs qui n'ont pas le même profil que ceux que vont attirer ceux du Tour de France. Notamment le Tour de France, c'est l'année dernière qui était un tour quand même très montagneux. Le Giro avait tenté de prendre un peu le contre-pied. Là, c'est le contraire. Et c'est intéressant parce que du coup, on voit pas les mêmes coureurs. Et un coureur comme Egan Bernal, quand même vainqueur du Tour de France, a fait du Giro cette année sa priorité. D'autres grands grimpeurs ont fait du Giro leur priorité avec de réelles chances de gagner. Un Simon Yates, sur le parcours de cette année du Tour de France, n'aurait aucune chance de gagner presque. Là, il a ses chances. Là, les grimpeurs ont leur chance. Et le fait de placer ce chrono, et on en parlera tout à l'heure, mais ce dernier chrono final va forcer justement les purs grimpeurs à vraiment bouger jusqu'à l'arrivée. Donc non, encore une fois, très séduit par ce parcours du Giro, à fond. Il va y avoir une première semaine alors que Joao Almeida vient d'arriver et a pris le 3e temps, donc juste devant Rémi Cavagna, et que Jay Hindley, un des potentiels favoris de ce Giro, qui est l'équipier de Romain Bardet, lui vient de partir, et c'est Egan Bernal qui va pas tarder à arriver, qui est à 500 mètres de l'arrivée pour être précis. Donc on va vivre ça ensemble. Juste pour dire que la première semaine, d'abord Robin, on a 2 étapes importantes qui vont permettre de juger un peu du niveau de chacun, mais c'est pas là où vont se faire les énormes différences. Non, clairement, c'est pas là que ça va se faire. On a l'étape numéro 4, et ensuite, plus important sans doute, la 6e étape, qui est la première arrivée au sommet, mais c'est pas une arrivée au sommet qui sera déjà décisive. On est sur une montée de 15 km à 6% de moyenne, c'est assez linéaire. Un peu penser à l'Etna dans la chronologie, pas dans le profil, mais tu vois, dans la chronologie du Giro avec cette étape. C'est plus facile que l'Etna. C'est même un peu plus facile que l'Etna, mais au moins, tu vois, je me rappelle de Thibaut Pinot, notamment en 2017.
il avait galéré dans l'Etna avant de se refaire un peu la cerise. On saura déjà, ça donnera déjà une petite indication, même si, comme tu dis, c'est pas la plus dure des montées qu'on va voir sur ce Giro, loin de là. Et surtout, on va en parler après quand on va faire le tour un peu des favoris et des coureurs au départ, mais on a quelques gros coureurs sur lesquels il y a de grosses interrogations, notamment, disons-le tout de suite, Bernal et Evenepoel. Et cette première semaine, avec déjà 2 arrivées un petit peu compliquées, va permettre de voir si, oui, on peut les considérer comme des favoris et il faut les prendre en compte, ou si clairement ils sont pas dans le jeu et que voilà, il faudra compter sur d'autres chevaux. Eh bien, Egan Bernal est arrivé en 9 km, il a pris 30 secondes de retard sur Affini, il est arrivé 27e, il va dégringoler un peu dans le classement, mais voilà, 30 secondes. Et Simon Yates est actuellement en train d'arriver, il est à 50 mètres de l'arrivée et il est déjà à une vingtaine de secondes. 25 secondes. Voilà, 26, il termine, 27. Donc il est dans le même temps qu'Egan Bernal, à peu près 2-3 secondes de différence. Mais voilà, ça donne à peu près... une jauge de leur niveau actuel et de leur forme. De toute façon, sur ce prologue, on savait que ça allait être difficile de dégager des tendances. Peut-être pour Remco Evenepoel, on va vite savoir s'il est en forme ou pas, surtout que là, c'est quand même un exercice qui lui convient très bien. Mais pour ce qui est d'Egan Bernal ou Simon Yates, pour le coup, ils prennent 30 secondes. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais par rapport, comme l'a très bien expliqué Robin tout à l'heure, il n'y a pas de grand grimpeur, rouleur cette année, donc il n'y a rien de grave. Surtout, oui, tu prends 30 secondes sur Affini pour l'instant, c'est pas lui Cavagna, qui va être... Tobias Foss, voilà. Affini et Tobias Foss qui sont 2 coéquipiers de Georges Bennett. Un peu plus embêtant sur Almeida et sur Vlasov qui font des bons temps, mais ça reste très marginal et ça reste même pas 25 secondes sur ces coureurs-là. Une quinzaine de secondes, je pense, sur Vlasov et un peu plus sur Almeida, donc pareil, comme tu dis, c'est à la marge. Donc il y a ce prologue qui est actuellement en cours, qu'on suit en live sur la chaîne Le Stream, en roue libre et présent en live, ça fait trop plaisir. Moi je kiffe dire des trucs comme ça, ça déchire. C'est cool de pouvoir suivre le prologue avec les gars et donner nos avis à chaud comme ça. Moi je n'ai pas vécu Cavagna parce que j'étais un peu frustré tout à l'heure, j'étais un peu énervé. Mais il est parti un peu plus tôt dans la journée. Donc il y a ce prologue, il y a la première semaine dont on a parlé, et le premier rendez-vous dont on a décidé de parler, Paul, c'est l'étape 11, qui est une étape hyper intéressante, pas forcément montagneuse dans le premier sens du terme, mais 300 mètres de dénivelé quand même, mine de rien. Exactement. Non, mais ce qui est cool avec cette étape 11 et ce super visuel, je sais pas qui l'a fait, mais vraiment magnifique, qui nous explique vraiment tous les tenants et les aboutissants en fait de cette étape. Non, je rigole, c'est moi qui l'ai fait ce visuel. Non, mais ce qui est cool en fait, n'en doutez pas. L'arrivée à Montalcino, c'est un mini Strade Bianche, c'est en Toscane. Ça nous rappelle aussi cette fameuse étape légendaire du Giro 2010, ce duel entre Cadel Evans et Alexander Vinokourov, dans un état, la boue, etc. C'était incroyable, ça donnait des images incroyables. D'ailleurs, Tom, il nous les montrera. Plus ce jour-là, ça devient incroyable. Tom, j'ai pris quelques images, Tom, il nous les montrera après. Voilà, regardez les pauvres coureurs dans quels états ils sont. Ça a donné une étape légendaire. Et de toute façon, ce parcours-là, il y a eu quelques années sur le Giro, ils avaient retenté d'en faire une comme ça. Ça donne toujours du spectacle parce que c'est des vraies courses dans la course. Et ce qui est cool aussi, c'est ces 4 secteurs de terre sur un total de 35 km. Ça va débrider. On n'est pas à l'abri qu'un des favoris ait une crevaison ou un problème technique. C'est une course faite pour le mouvement et plus même qu'une étape de montagne. Pour le coup, si les leaders ont un premier rendez-vous à cocher, c'est celui-là, parce que sur celui-là, tu peux vraiment tout perdre, contrairement à essayer de limiter la casse dans une ascension roulante, comme on en a parlé avec Robin. Là, sur cette course, tu peux vraiment tout perdre si tant est que tu n'es pas en forme ou que tu aies un problème mécanique, etc. Je suis hyper excité de cette étape. Robin, toi aussi, ça va être important pour toi ce moment-là? C'est pas là que tu gagnes ou que tu perds le Giro, je pense, mais ça va être déjà une étape super intéressante à suivre. Comme dit Polo, c'est en fait presque une course dans ce Giro ça va être une journée super particulière. C'est un peu comme une étape des pavés finalement quand tu l'as sur le Tour de France. C'est vraiment, ça sort du contexte traditionnel du Giro, on va dire. Et surtout, il y a des coureurs qui vont avoir un coup à jouer. On se rappelle que ces dernières années, on a vu Romain Bardet super aller sur les Strade Bianche. Pareil pour Egan Bernal. Remco Evenepoel est clairement un coureur qui fait 3 cette année. Bernal 3 cette année, voilà. Bardet qui a déjà fait 2. Et Evenepoel, je pense qu'il peut aussi avoir le profil d'un classic man pour briller sur ce genre d'étape. Eux, ils auront un coup à jouer par rapport à des coureurs peut-être plus traditionnels entre guillemets, un Joao Almeida qui est pas forcément habitué à ce genre de tracé, même un Yates finalement qui n'est pas forcément un coureur de classique. Je pense que certains coureurs pourront faire un bon coup ce jour-là, avec une étape super casse-pattes, beaucoup de montées, beaucoup de descentes comme on a vu sur le profil. Donc clairement, ce sera, pour moi, c'est un rendez-vous à cocher, et peut-être plus encore que certaines étapes de montagne, c'est la journée où j'ai envie d'être devant ma télé. Exactement. Il y a The Fury qui demande dans le chat: quelle chaîne pour ce Giro? Alors attention, mauvaise nouvelle pour tous. Là où avant le Giro était en clair sur la chaîne L'Équipe, on avait une couverture
exceptionnel avant course, course, après course, et ben là ça va être un peu plus intimiste, il va falloir sortir un peu le portefeuille malheureusement parce que Eurosport a retrouvé les droits du Giro et pour suivre cette course pendant 3 semaines, il va falloir s'abonner à Eurosport Player parce que même si vous avez Eurosport sur vos box, et ben là il va carrément falloir sortir les iPads, les iPhones ou l'ordinateur portable. Mais Malheureusement, on peut s'arrêter 3 minutes là-dessus parce que je trouve que c'est important et beaucoup de gens en parlent depuis 3 jours. Déjà, la communication n'est pas bonne parce qu'on avait très peu d'infos, même si c'était un peu en moi, depuis 3 jours, quand je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai toujours la pub pour m'abonner au player d'Eurosport maintenant. Non, mais, ils le savaient, quoi, mais ils n'ont pas trop communiqué. Le problème, c'est pour la diffusion du vélo et comment dire, la modernisation de la diffusion vélo en France, la médiatisation, c'est plus ça le mot que je cherchais. Il y a un réel problème parce que là, tu laisses ce Giro à une caste d'élite du vélo qui avait déjà prévu de le regarder, qui avait déjà son abonnement presque. Très peu de gens, je pense, vont partir sur le player. Et je trouve que dans l'idée globale, la stratégie globale, il y a une vraie question à poser. Il y a un embroglio avec Canal+, c'est pour ça qu'on ne veut pas retrouver Eurosport. Enfin, Eurosport est sur la box, mais c'est pour ça que Eurosport ne veut pas mettre le Giro sur la box, pour que les gens de Canal+ ne puissent pas la voir. Ce sera intéressant parce qu'on aura Florent Chabal, du coup, de GCN en français, qui viendra nous expliquer un peu tout ça dans 2 semaines et qui aura sûrement plus de billes que nous. Mais là, la vérité, c'est que ça fait beaucoup de mal à la médiatisation du cyclisme en France, contrairement à, comme tu l'as dit, depuis l'année dernière, un Giro qui était magnifiquement bien couvert par la chaîne Équipe. En tout cas, dans la prise d'antenne, dans la course et dans l'après-course, il y avait une vraie fenêtre intéressante proposée sur la chaîne. Là, c'est tout le contraire et c'est dommage, même si elle est très très bien traitée aussi côté Eurosport, mais elle est plus intime puisque moins de gens l'ont. Oui, c'est ça. Le problème, c'est vraiment pour les équipes françaises surtout, puisque une équipe belge ou italienne ou espagnole, ça change pas grand-chose pour eux, puisque c'est les droits, par exemple la RAI en Italie, c'est la chaîne publique, et cette année ils ont décidé de diffuser les étapes en intégralité, comme c'est le cas sur le Tour de France avec France Télé. Donc la diffusion en Italie, par exemple, ça se passe très bien. Mais là, ça concerne vraiment que la France, donc on va dire surtout les équipes françaises. Donc voilà, Cofidis, AG2R Citroën et Groupama FDJ qui passent d'une exposition monstrueuse en clair où tu pouvais toucher 1 million de téléspectateurs par jour sur certaines étapes à un truc hyper confidentiel où, comme dit Polo, les gens qui aiment le vélo, ils avaient déjà prévu de regarder et de s'abonner, et peu importe où tu leur mets, ils vont vouloir aller le voir le Giro, donc ils vont s'abonner, peu importe la plateforme. Mais les autres, le grand public, là tu t'es sûr de les couper du Giro, alors que depuis 5 ans, la chaîne L'équipe avait fait un travail et avait amené des gens qui étaient, voilà, même dans nos entourages, on le voyait, des potes à nous qui pouvaient se mettre devant le Giro sur certains jours, le week-end, ou même en semaine quand il y avait une belle étape. À la place de la pétanque sur la chaîne L'équipe, voilà. Les gens regardaient le Giro. Là, ça n'arrivera plus. Mais après, on peut aussi rappeler que GCN, c'est quand même pas cher. Il me semble que c'est un peu plus de 30 € l'année. Voilà, c'est un bel investissement quand on est fan de vélo, même un jeune fan de vélo, parce que tu as quand même plein de documentaires et plein de contenus exclusifs sur le cyclisme. Donc ça, oui, mais si t'es pas fan de vélo, ça nécessite un effort supplémentaire. Si t'es pas fan de vélo, tu vas pas y aller. J'essaie de trouver des circonstances atténuantes. C'est se tirer un peu une balle dans le pied. Après, Eurosport, ils font leur business comme ils ont envie, j'ai envie de dire. Après, c'est aussi la stratégie de RCS qui vend les droits. En tout cas, pour Eurosport, c'est un business qui est très intéressant que de le mettre uniquement sur le player, parce que eux vendent leur player, et sur le digital c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Après c'est le consommateur qui est mis de côté. Un point sur la course, les gars, on a vu Jay Hindley qui est arrivé avec une 30aine de secondes de retard. Bon, il est dans les temps qu'on attendait. Qui doit encore partir? Il y a Marc Soler qui part à 16h51, Remco Evenepoel qui part à 16h52, Filippo Ganna, notamment, qui est un des favoris, part à 16h53, un des favoris pour gagner ce prologue. Mikel Landa part à 16h57. Et voilà, et Romain Bardet part à 17h01. Voilà pour la course. On rappelle, c'est en ce moment en live et on le suit. Si par hasard vous n'avez pas la chaîne, vous inquiétez pas, nous on regarde pour vous et on vous donne toutes les infos. On revient sur ce parcours et notamment sur l'étape suivante. Après l'étape 11 et cette étape terreuse, il va y avoir une étape mythique qui est, Robin, le Zoncolan. Est-ce que tu peux en parler pour les non-initiés? Qu'est-ce qu'est le Zoncolan et pourquoi il est si intéressant? Le Zoncolan, c'est une montée qui est assez récente dans l'histoire du Giro. Alors, j'ai plus l'année de la première ascension, mais ça fait 10-15 ans qu'on voit le Zoncolan régulièrement au parcours. Avant, c'était en tout cas beaucoup plus sporadique. Et c'est par les pourcentages de la montée et par le profil, on voit donc le Zoncolan, pour situer, c'est 14 km, 8% et demi de moyenne. Pour ceux qui se sont déjà retrouvés dans une côte où il y avait un panneau avec le pourcentage, on se rend compte ce que ça représente
représente. Et les 3,5 derniers kilomètres sont à 12% de moyenne. Donc c'est vraiment assez ahurissant comme montée. On voit avec un passage à 22%. Ouais, 27, Dites-vous qu'en gros, ça fait aussi mal que si vous buviez de l'alcool à 22%. C'est pareil, ça fait plus mal. a du mal à passer. Parce que moi, l'alcool à 22%, c'est les bronzés font du ski. L'alcool à 22%, je peux la tenter. Ça, je le tente même pas, même dans mes rêves. Moi, ça, je peux même pas l'essayer puisque j'arrive même pas. Je fais 3 km, je pense, sur le Zoncolan. Là, même le téléski, on tombe. Faut en avoir fait au moins 12 ou 13 pour en arriver là. Donc oui, le passage. C'est monstrueux. Tu poses une question. Le premier passage du Zoncolan, c'était en 2003 avec la victoire de Gilberto Simoni. Et c'était aussi la dernière fois que le Zoncolan a été abordé du côté Sutrio. À l'eau fraîche. Hein, à l'eau fraîche, Simoni, évidemment. Bah oui, mais il a perdu. Je dis ça parce qu'il a perdu cette étape parce qu'il était tombé. Il avait un taux d'hématocrite à 53, un truc comme ça. Et c'était aussi la dernière fois qu'ils sont passés par le Sutrio, donc le côté Sutrio qui est un peu plus facile qu'au Varro, mais qui reste quand même, on l'a vu sur le profil, très compliqué. Donc après, je peux aussi dire, ils sont revenus en 2007, c'était encore Simoni qui gagne. Devant Piepoli et Di Luca, si on veut parler d'eau fraîche. 2010, évidemment, la victoire. 2010, on le voit derrière, c'est la victoire d'Ivan Basso devant Cadel Evans avec son beau maillot de champion du monde, Cadel Evans. Basso va gagner le Giro, notamment grâce à cette étape-là. 2011, Igor Anton. 2014, Michael Rogers. Et on se souvient 2018 de la démonstration de Chris Froome. Le début du renouveau de Chris Froome face à Yates, avant d'aller chercher la victoire à Bardonecchia et aussi ce Giro 2018. On avance dans cette troisième semaine notamment, alors qu'il y a George Bennett qui va arriver. Pour leader. Le Zoncolan, on demande, Joseph, pardon, je te coupe. C'est quel jour ? Non, on nous demande c'est quoi le braquet pour monter le Zoncolan. Il faudrait qu'on se renseigne. Je l'ai pas en tête là, mais à mon avis, tu montes avec un plateau assez classique, un petit plateau qui doit être autour des 40, peut-être un 38. Mais par contre, c'est derrière sur la cassette où tu vas essayer de monter haut sur les pignons. On essaiera de se renseigner pour donner l'info le jour du Zoncolan. Moi, je monte avec un bon plateau repas et je les regarde souffrir. C'est surtout ça, mon pote. Et George Bennett, donc qui arrive, on le voit, il est à 200 mètres de l'arrivée, ouais, pareil que Yates, pareil que Bernal. Il sera autour de 30 secondes. Donc voilà, pour le coup, là, on voit que, aussi. mis à part les bons temps d'Almeida et de Vlasov, il n'y a pas d'énorme différence pour les coureurs du classement général, ce qui n'est pas étonnant en soi sur un parcours aussi plat que ça et sur 9 km. L'étape 16 est l'étape suivante à laquelle on s'intéresse. On commence à rentrer dans la troisième semaine, Polo, et tu poses la question, est-ce que c'est l'étape Rennes ? Ah bah moi je la pose, mais j'ai la réponse. Pour moi c'est l'étape Rennes pour plein de raisons que j'ai encore excellemment bien expliquées. Non, déjà c'est la plus longue étape de ce Giro avec 212 km, 5700 mètres de dénivelé, c'est énorme. Tu passes 3 fois au-dessus des 2000 mètres. On sait que certains coureurs ont du mal déjà quand tu le passes qu'une seule fois. On a le Passo Fedella, Tom nous le montrera tout à l'heure. On a le Passo Port-d'Oeil, pardon. Je ne sais pas si on dit Port-d'Io ou Port-d'Oeil. Le Passo Fedella, voilà, on voit que c'est quand même un énorme chantier. Le Passo Port-d'Oeil est un peu moins difficile, mais ça reste la Cimacopie de cette année. Qui dit Cimacopie, dit le passage le plus haut de ce Giro 2021. Et après, comme Tom nous le montre, le Passo Gio, pareil, où tu remontes à 2233 mètres d'altitude. C'est un immense chantier, cette étape. Et je pense que les gros écarts, les immenses écarts. Je pense que si quelqu'un a prévu de gagner le Tour d'Italie à les jambes, je pense qu'il faut qu'il vise cette étape. Il n'aura pas le choix. Et arriver en descente, c'est toujours intéressant. J'aime bien ça parce qu'on a énormément d'arrivées au sommet et là c'est un profil qui change avec une arrivée dans une topographie un peu différente. La descente, alors je la connais pas très bien, la descente du Passo Gio, il faudra qu'on se renseigne, savoir si elle est technique ou pas, si elle permettra des écarts. En tout cas, elle est assez longue. Donc voilà, si tu es bon descendeur, ça veut dire que tu as moyen de faire un coup là-dedans. Et le Passo Gio, on a vu le profil passer rapidement, mais c'est la montée la plus dure de cette journée. Et on est quand même sur du quasi 10 km à plus de 9% de moyenne. Donc comme dit Polo, si tu es fort là, tu peux faire de gros écarts. Moi, ça me rappelle un peu l'étape finalement du Tour de France de l'Iseran, où Egan Bernal était passé en tête à l'Iseran et c'était aussi un passage très très haut en altitude. Derrière, il avait enchaîné avec la descente et comme on n'avait pas eu l'ascension finale Vertignes, bah, finalement, ça avait ressemblé à cette étape-là. Donc c'était un peu plus cacophonique ce jour-là. C'était pas prévu comme ça, mais en tout cas, c'était une étape sur laquelle Egan Bernal avait réussi à faire de grosses différences. Et dans le chat, quelqu'un le disait, c'est une étape pour Bernal. J'arrive pas à lire le pseudo depuis de là où je suis parce que j'ai de mauvais yeux. C'est Guigui Twin. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est une étape typiquement pour un Egan Bernal, plus que pour un Simon Yates par exemple. L'étape suivante où on s'intéresse, alors que Remco Evenepoel est parti. Là, c'est intéressant. Je pense que c'est le point le plus intéressant de la journée, c'est de savoir comment Remco Evenepoel, sur son terrain, sur le contre-la-montre,
On se souvient qu'en 2020, c'est le seul à avoir battu Pipo Ganna. Ça va être quand même assez intéressant de le voir où il en est physiquement. On rappelle qu'il n'a pas couru depuis 8 mois et ça chute depuis le mois Tour de d'août, Lombardie. 15 août. Donc ça fait beaucoup. Joseph, on en parlera mieux tout à l'heure. Mais déjà là, on aura une première indication sur l'état de forme du jeune Belge, du crack. Effectivement, on l'attend au passage du premier intermédiaire. N'hésitez pas, si vous voyez son temps en premier intermédiaire et qu'on le rate, n'hésitez pas à le dire dans le chat, alors que Pipo Ganna vient de prendre un virage très très large, un virage où Nibali notamment a failli tomber et où Luis Leandro Sanchez avait crevé. Donc c'est technique, notamment sur 2 km ce prologue-là de 9 km. On avance dans ce parcours avec un triptyque qui va être très intéressant, avec notamment l'étape 19, mais on s'intéresse surtout, Robin, à l'étape 20. L'étape 20, pourquoi? On va voir ce profil-là. Mais en tout cas, le triptyque, 19, toi, je sais que tu aimes parler de ce triptyque 19, 20, 21. Exactement, c'est le dernier gros week-end, on va dire, c'est un week-end prolongé. C'est comme s'il y avait un jour férié. On a vendredi, samedi de la grosse montagne et le dimanche, le dernier chrono de ce Giro. Donc là, on voit la 20e étape qui est coupée en deux en fait. On le voit très bien sur le profil, avec d'abord du plat pendant une 60aine de kilomètres et après un énorme enchaînement avec donc le Passo San Bernardino. Je pense qu'on ne dit pas du tout comme ça en italien. Tu le chantes ce passo. Ensuite, un autre col dont je ne tenterai pas le nom et l'arrivée finale, qui est moins dur que la veille en fait. C'est 7 km à 7,7%. L'enchaînement de difficultés peut faire mal, mais je pense honnêtement qu'après ce qu'auront eu les coureurs depuis une semaine avant cette étape-là, ce sera pas très dur. Mais après 20 jours de course et avec des écarts... C'est pour ça que moi je l'ai mise dans les trucs, c'est que c'est la dernière chance pour les grimpeurs de faire la différence. Si tu es à 30 secondes, si tu es à 2 minutes du maillot, c'est quasi fini. Mais si tu es à 30 secondes du maillot, clairement, sur cette étape-là, tu peux encore faire des petits écarts. Mais un mot sur l'étape de la veille qui terminera à l'Alpe di Mera. C'est 9,4 km à 9%. Donc là encore, on est sur quelque chose de similaire au Passo Gio et on est sur une montée très très dure. On avait aussi l'étape 17, c'est pareil, la dernière montée c'est 11 km à 9,6%. Donc on a beaucoup de montées comme ça sur ce Giro à plus de 9% de moyenne et honnêtement, plus de 9% de moyenne, c'est monstrueux. En France, pour trouver un col avec plus de 9% de moyenne, c'est très compliqué. Je pense même pas que ça existe. Le Tourmalet, il n'est pas à plus de 9% de moyenne. C'est ça qui est intéressant avec le Giro, c'est la physionomie de ces cols. Bon, le Passo San Bernardino, c'est pas la meilleure... c'est pas le meilleur exemple parce que c'est typiquement un col français, col long, pas très difficile. Mais comme l'a dit Robin, sur ces étapes 17 et 19, tu as quand même des cols où ça montre rude. Ce sera des réelles courses de côte, un peu à l'espagnol, mais en plus long. Et ce ne sera pas du tout la même physionomie que l'étape Rennes dont on a parlé, l'étape 16, et que cette étape 20, parce qu'il n'y aura... Ce ne sera pas l'enchaînement des cols qui va faire mal, ce sera vraiment la difficulté de cette dernière difficulté. Et ça qui est intéressant dans ce parcours du Giro, c'est que même s'il y a beaucoup de montagnes, énormément de montagnes, la physionomie de ces courses, que ce soit les arrivées en altitude ou les arrivées en descente, que ce soit par le profil avec des étapes comme la 20 ou la 16 dont je disais, qui vont à 2000 mètres avec les enchaînements de difficultés, ou alors sur des courses de côte comme peuvent l'être l'étape 17 et l'étape 19, c'est cette alternance qui va faire la beauté de ce Giro et de cette dernière semaine. On a vu le passage de Remco Evenepoel au premier intermédiaire. Il était 4e, donc il était très bien placé. Et dans les temps, ouais. Mais désormais, il est 5e. Pourquoi ? Parce qu'il y a Pipo Ganna qui vient de passer au premier intermédiaire et qui a pris tout simplement le meilleur temps avec 1 seconde d'avance sur Edoardo Affini qui était passé. Donc plutôt en forme, Pipo Ganna. Et on va voir s'il arrive à battre le meilleur temps de l'Italien Edoardo Affini, qui, on le rappelle, est un néo-pro de la Jumbo-Visma. Alors que Mikel Landa vient de s'élancer. Il arrivera dans 9 minutes et il reste notamment pour nous l'intérêt, le départ de Romain Bardet dans 2 minutes pour être exact. On se rappelle que Pipo Ganna, l'année dernière, il y avait 3 contre-la-montre sur le Giro, il a gagné les 3. Donc, plus une étape qui était pas plus une étape sur le plat. Donc autant te dire que cette année, il n'a pas la même forme quand même. Donc, ouais, mais c'est marrant la confiance. D'ailleurs, je regardais des interviews de Bradley Wiggins, de Jackie Durand. Tous ces gars-là mettaient Pipo Ganna en favori, mais sans hésiter. Alors que, au vu de ses résultats ces dernières semaines, on aurait pu se poser des questions, notamment sur le c'est quel tour, le Tour de Romandie. Ouais. Le Tour de Romandie où il était quand même décevant. Tu as quand même dans ton équipe 3 mecs qui sont meilleurs que toi sur un sur un prologue. Tu te dis bah merde, dans 2 semaines tu as le prologue de Tour de Giro. Où est-ce que tu en es physiquement ? Bon là vraiment c'est tout droit, c'est vraiment un parcours qu'il affectionne. C'était un peu plus technique sur le Romandie, mais j'étais pas aussi sûr que ces gars-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de difficultés, mais déjà s'il a 2 secondes d'avance sur Affini au premier intermédiaire, c'est qu'il est clairement dans le coup et que c'est le meilleur Pipo Ganna possible. Et quand on continue à parler des rouleurs, des contre-la-montre, tout à l'heure je voyais quelqu'un demander s'il y avait du contre-la-montre. Alors il y a ce prologue de 9 km, Robin, mais
En fin de Giro, il y a un deuxième contre-la-montre, plus long, tout aussi plat. Il fait 30 km cette fois, mais forcément, il va être déterminant, comme il l'est toujours. Bien sûr, on a vu l'année dernière que le maillot rose a changé d'épaule sur le dernier chrono et que Gegenhardt qui l'avait repris à Hindley. Après, moi, je dois avouer que je suis pas fan d'avoir un chrono comme ça le dernier jour. En fait, j'ai l'impression que tout le monde fait ses pronostics et on l'a souvent vu sur le Tour de France notamment, où les grimpeurs font leurs pronostics en mode sur le chrono, je vais perdre à peu près 1 minute. Donc il faut. Ça les force à bouger avant. Mais alors, j'ai l'impression que non, parce qu'en fait, ils font toujours une mauvaise estimation. Il n'y en a pas un qui est foutu de savoir combien il va vraiment perdre. À chaque fois, il te dit je vais perdre 1 minute, 1 minute 30. Donc en gros, si j'arrive avec 1 minute d'avance sur tel rouleur, ça le fait. Mais en fait, les mecs, ils prennent un éclat parce que c'est après 3 semaines de course, ils sont rincés et ils prennent 2 minutes dans la tête. On se rappelle de Romain Bardet sur le Tour de France en 2017. Il pensait que, à Marseille, il pensait qu'il allait être pas loin de Froome. Alors je sais plus quelles étaient les estimations, mais il nous disait oui, je vais perdre 1 minute 30 et finalement, il prend le double. Il a failli perdre sa 3e place au profit de Mikel Landa. Et ça se passe souvent, j'ai l'impression. Et le Giro, ça échappe pas à la règle, c'est la même chose. Les grimpeurs ont tendance, et on l'a vu avec des Quintana, des Lopez, des Bardet, des Pinot qui l'ont fait aussi, à sous-estimer le temps qu'ils vont perdre et donc à pas assez bouger en montagne pour aller récupérer ce temps-là en avance. Alors que quand le chrono est placé en début, on va dire, ou en tout cas avant la montagne, comme on l'a eu par exemple, c'était pas vraiment le cas sur le Tour l'année dernière, je sais plus quand de tête c'était le cas la dernière fois, mais si tu as perdu 2 minutes à l'étape 13, et qu'il n'y a plus de chrono, là t'es fixé, tu sais combien tu dois reprendre et il n'y a pas de mauvais calcul. Alors que ces calculs-là qu'on fait quand il y a un chrono à la fin, j'ai l'impression que ça profite toujours finalement aux meilleurs rouleurs. Là où je te rejoins, même si dans la globalité je suis pas trop d'accord avec toi, là où je te rejoins, c'est que même Alors du que côté... quelqu'un t'aime, Polo. Hein MJ numéro dit je t'aime. MJ numéro 1, je te salue et je t'aime autant que toi tu m'aimes. Donc ça doit être beaucoup. Non, pour revenir à ça, au-delà des grimpeurs qui font les mauvais calculs, moi je trouve que c'est les rouleurs du coup qui sont très très frileux sur les étapes de montagne. Et on l'avait vu notamment avec Dumoulin sur la photo qu'on voit derrière toi, et même d'autres, même sur le. Mais tu peux pas dire que c'est pas de la faute de Dumoulin. Avec Cadel Evans, etc. Oui, c'est pas de leur faute. En fait, c'est la faute des grimpeurs qui n'ont pas compris qu'ils allaient prendre cet éclat. Du côté spectacle de la course, ces coureurs-là aurait moins tendance à bouger dans l'étape de montagne que s'il n'y avait pas forcément tu le sais, de toute façon. Et pour Dumoulin, au final, Dumoulin, ça change rien. C'est pour le côté spectacle de la course, c'est chiant. Dumoulin, il va prendre, admettons, t'as Dumoulin, t'as un rouleur, il sait qu'il gagne 2 minutes sur le chrono à la fin. Qu'il les gagne à la fin ou qu'il les gagne à l'étape 13 et qu'il gère de la 13 à la 21 parce qu'il sait qu'il a ses 2 minutes d'avance, il a le maillot et il est tranquille dans l'école, ça change rien pour moi. Pour moi, ce que ça change, c'est que les grimpeurs, ils doivent comprendre, et on voit la photo derrière toi avec Nibali et Quintana. Bon, alors cette année-là, c'était différent, Dumoulin était vraiment très fort, mais les grimpeurs doivent comprendre qu'ils vont vraiment prendre cher sur le chrono et se mettre vraiment au travail dans la montagne et pas miser sur alors je pense que je vais perdre 1 minute alors que non, tu vas prendre le double. Après, l'avantage qu'on a cette année sur ce Giro, c'est qu'on n'a pas de Dumoulin ni de gros rouleurs, on le disait tout à l'heure, donc finalement il n'y a personne qui va pouvoir faire ce calcul là, mais j'attends de voir quand même. J'espère qu'il ne va pas y avoir un gars sorti de nulle part qui va nous dire si Remco Evenepoel, je vois une Maïda passe avec les meilleurs, il va y avoir des questions à se poser en 3e semaine, et je pense qu'un Yates ou un Bernal ou d'autres. Mais j'espère qu'ils vont bouger, qu'ils vont pas nous faire le coup de parce que si Bernal nous dit je pense que je vais prendre 1 minute sur Evenepoel sur le dernier chrono, moi je mettrai pas ma main à couper qui prend moins. Pipo Ganna vient de plier tout simplement le prologue et il vient de battre le meilleur temps à l'arrivée d'Edoardo Affini parce qu'il vient de passer avec 10 secondes d'avance Pipo Ganna. Donc en théorie, à moins que Mikel Landa et que Romain Bardet le battent, on devrait avoir le vainqueur aujourd'hui de ce prologue avec Pipo Ganna, donc le jeune italien de Ineos Grenadiers qui passe devant Edoardo Affini, compatriote mais adversaire parce que c'est un coureur de la Jumbo-Visma. Ça fait beaucoup, 18 secondes pour Cavagna sur 9 km face à Ganna, c'est beaucoup. Il faudra peut-être se demander niveau prépa s'il n'en a pas trop fait sur ce Tour de Romandie où on l'a vu faire les 2 chronos à fond, on l'a vu essayer de prendre les coups, faire des gros efforts sur les arrivées d'étape. Il y aura toute une question à se poser autour de ça, mais c'est frustrant de voir autant passer à côté de son sujet aujourd'hui. Enfin, passer autant à côté de son sujet, c'est peut-être un mot un peu difficile, mais son objectif c'était de gagner. Il est à 20 secondes de Pipo Ganna sur 9 km. 11e contre-la-montre gagné par Pipo Ganna dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Globalement, c'est sur cet exercice qu'il gagne, mais il est aussi capable d'en gagner d'autres. Il a gagné notamment 2 courses en ligne hors contre-la-montre. Voilà, on a terminé sur ce prologue. Non, on va quand même suivre Romain Bardet et Mikel Landa. Bah oui, attends, allez là, Romain Bardet. Sur le Romain Bardet qui va aller chercher un premier petit podium, j'espère.
Podium du prologue. On en parlera. Est-ce qu'on fait pas un petit point sur le sprint aussi là, avant de, vu qu'on a un peu de temps aujourd'hui, on peut parler un peu du sprint avec les têtes d'affiche. Moi, je sais pas toi, Robin. J'ai compté 6 étapes pour les sprinters. C'est quand même beaucoup sur un Giro, mine de rien. Je trouve, malgré... beaucoup, je sais pas, l'année dernière, il y a des marques qui en claquent 4. Moi, j'ai compté 4 étapes sûres et 3 qui finiront toutes pas au sprint. Mais il peut y en avoir une ou deux sur les 3 qui finissent au sprint, mais il faudra qu'ils s'arrachent les grosses cuisses. Du coup, il y a du Caleb Ewan, du Peter Sagan. Ewan, Sagan, Viviani. C'est Ewan D'ailleurs, je regardais les cotes un peu sur NetBet hier. C'est Ewan qui a la meilleure cote. C'est vraiment l'épouvantail de toutes ces courses, plates. Quoi. Moi, je suis pas sûr. Ewan fait pas un début de saison. Alors, il a été super impressionnant sur Milan-San Remo, mais depuis quand même, il a pas gagné un sprint. Et je l'ai pas trouvé super impressionnant, alors que Sagan. Quand même un petit retour en forme, on peut dire, avec sa victoire en Catalogne et sa victoire en Romandie. Alors, c'est pas face à une concurrence démentielle que Sagan a gagné, mais je pense qu'il est dans une bonne forme. On l'a vu aussi bien à Milan-San Remo et au Tour des Flandres. On avait vu les courses ensemble, Polo. Moi, je pense que... Alors, j'ai un petit amour aussi pour Peter Sagan qui joue un peu peut-être dans cette analyse, mais je pense que Sagan sera vraiment dangereux sur les sprints de ce Giro, sachant qu'en face, on a Viviani qui est en difficulté, même s'il a gagné sur les Pays de la Loire. On a Tim Merlier qui va devoir prouver qu'il peut aller sur des sprints massifs. C'est plus un homme de classique jusqu'à maintenant. Et on a Groenewegen qui revient après 9 mois sans courir. Donc je pense que oui, il va y avoir un duel Sagan-Ewan, mais je ne mettrai pas ma main à couper que c'est Ewan qui va prendre le dessus. Ouais, le maillot cyclamen, Polo, qui avait été largement dominé l'année dernière par un certain Arnaud Démare. Ouais, avec quand même une grosse pièce sur Sagan pour le remporter cette année. Ça oui, parce qu'Ewan passera pas partout où Sagan passera, et que Sagan, il l'a eu un peu mauvaise de ne pas l'avoir l'année dernière, et je pense qu'il va pas le laisser passer cette fois. Il y a Nizzolo aussi, dont on a parlé hier, Robin, ensemble. C'est vrai que Giacomo Nizzolo, qui l'a gagné 2 fois ce maillot cyclamen, est en forme aussi. Il a fait 2e derrière Wout van Aert de Gant-Wevelgem. Il peut aussi aller le chercher, l'Italien, il est chez lui. C'est pareil, il est pas assez fort face à un Peter Sagan au sprint. Mais il est toujours placé. Toujours placé, c'est quand même le mot qui définit le mieux Peter Sagan sur les grands tours. Nizzolo, il sera toujours bien placé, mais il sera toujours moins bien placé que Peter Sagan. S'il n'y avait pas eu Sagan, ok, tu peux miser sur Nizzolo, mais vu qu'il y a Sagan... Là où Nizzolo sera placé, Sagan sera là. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai avec Peter Sagan. Il y a je vois que vous avez beaucoup envie de parler de Dylan Groenewegen. Alors, qui est Dylan Groenewegen, si vous ne le connaissez pas? C'est le sprinter qui a beaucoup gagné ces derniers temps avec la Jumbo-Visma, mais qui a été suspendu. Ouais, voilà. Ça fait quelques mois qu'il n'a pas trop gagné. Ouais. Parce qu'il a été suspendu par l'UCI, parce qu'il a causé la chute de Fabio Jacobsen sur le Tour de Pologne il y a un peu plus d'1 an. Et donc, comment? Ah non, c'était il y a plus d'1 an, non, c'était en août. Il y a déjà eu le Tour de Pologne qui a eu lieu, donc c'était il y a plus d'1 an. Non, c'était en août. C'était à la reprise. Je sais plus exactement. Attends, on peut vérifier. Continue ton laïus, Joseph, je vais vérifier tranquillement. Tout ça pour dire qu'il a été suspendu, qu'il peut revenir et que c'est sa première course en compétition en ce moment sur le Giro. Tout à l'heure, il est déjà passé, il a déjà terminé son prologue. Il a terminé dans les 50 premiers, une trentaine de secondes, assez loin. Mais tout ça pour dire, au-delà du sportif, les gars, que forcément pour lui, ça va être un moment, Robin, très important. Parce qu'en plus, il y a une espèce de passe d'armes et notamment une sortie médiatique de Fabio Jacobsen qui disait voilà, on a eu un entretien ensemble, ça ne devait pas sortir et bizarrement, il y a le contenu de notre discussion qui est sorti. Sachez que lui ne s'est pas vraiment excusé. Donc voilà, c'est forcément Dylan Groenewegen qui va arriver sur ce Giro avec beaucoup de questions en tête. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, parce que Groenewegen en interview, il s'excuse quand même à chaque fois. Il a encore donné un gros entretien à l'équipe magazine juste avant le départ de ce Giro et réitère ses excuses, et tu vois que dans ses propos il est clairement désolé. Alors est-ce qu'après il n'a pas été capable de le formuler en face de Jacobsen, c'est une autre question, on n'était pas là, mais ouais, c'est compliqué pour Groenewegen. Il avait prévu de revenir en fait sur des courses un peu plus discrètes de seconde zone, pas sur une course aussi importante que le Giro, et finalement il y a quelques courses qui ont été annulées et c'est devenu un peu compliqué pour lui de faire un programme de course sans passer par le Giro, donc il se retrouve là au départ. Ça fait beaucoup de pression honnêtement, sachant qu'il est passé par des mois compliqués. Il raconte notamment dans cet entretien à l'équipe qu'il a été menacé, qu'il a reçu chez lui des nœuds coulants à destination de son fils, qu'il a été des nœuds coulants dans sa boîte aux lettres pour pendre T'es pas marin toi? Pas du tout. Ah ouais,
J'ai rarement navigué sur la Seine à Paris, hein, Polo. Nous coulons, Joseph. Écoute, voilà. Comme ça. Je sais que toi, t'es de l'île de Ré, Polo, donc tu Ouais, connais ouais, ces choses-là. Oui, non. Apparemment, un peu plus que moi. Je navigue pas beaucoup, mais ça on le sait, ça, Joseph, nous Ouais. coulons. Non, mais du coup, ça va être compliqué. Et il a été sous protection policière pendant un moment, Groenewegen, à cause des menaces qu'il y avait sur lui. Il a dit que pendant plusieurs semaines, il n'avait pas voulu toucher au vélo, que voilà, psychologiquement, ça avait été compliqué, même si évidemment, c'est pas lui qui a le plus souffert dans cette histoire et que évidemment, il est responsable de cette chute. Voilà, il a quand même pas eu des mois faciles depuis cet épisode. Et du coup, sachant que c'était sa course de reprise après avoir stoppé sa saison à cause du Covid, en fait, depuis plus d'un an, il n'a pas couru. Il a couru une étape. Et on peut rajouter aussi que Fabio Jacobsen, lui, a recouru sur le Tour de Turquie il y a un petit mois maintenant. Après, voilà, je pense que les deux marchent un peu sur des œufs parce qu'il y a quand même une affaire juridique qui est en cours. Parce que la de Koenig Quick-Step ou Fabio Jacobsen, je ne sais plus, l'un des deux a porté plainte contre Dylan Groenewegen. Donc voilà, je pense que les deux marchent sur des œufs. Comme tu l'as dit, d'après Jacobsen, il ne s'est pas excusé en face à face, mais Ça, on ne sait pas en tout cas. voilà, c'est Jacobsen, c'est ce que Jacobsen dit. Il a tweeté Oui, hier, avant-hier, en disant que Dylan Groenewegen ne s'est pas excusé. Oui. Alors que, comme le dit Joseph, il a fait quand même pas mal d'interviews où il avait l'air de regretter son acte. Mais est-ce qu'il s'est excusé vraiment publiquement et avec ces mots-là? Ça, je ne sais pas, mais encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir ni à l'un ni à l'autre d'avoir ces positions-là. C'est vraiment compliqué. Alors qu'on a Romain Bardet qui est en passe d'arriver, tout simplement. Alors il est assez loin, Romain Bardet, on va pas se mentir, parce que là il est déjà à plus de 30 secondes du vainqueur. Ah oui, mais il est passé au premier intermédiaire avec... il est là. Il est à 300 mètres encore, ok. Ouais, il est passé vers plus de la 50e place, Romain Bardet, au premier intermédiaire. On va voir, on rappelle Romain Bardet qui va faire son premier grand tour avec le team DSM. Il va passer la ligne. Il est 91e Romain Bardet à près d'une minute de 40 secondes. Ghana. 40 secondes. Ouais, mais de Tipo 50 de Ghana. Ghana, 50 de Ghana et 40 secondes des autres. Et Voilà. du coup, une vingtaine de secondes de tous les favoris. Donc on s'y attendait côté Bardet, c'est pas là qu'on l'attend. Voilà, rien de surprenant dans ce temps-là, un peu de débours sur ses rivaux pour le classement général, mais encore une fois, c'est pas là qu'on l'attend, Romain. C'est en enchaînant. On sait que niveau préparation, il vise quand même d'être en forme sur la deuxième voire la troisième semaine. On l'attend vraiment à ce moment-là quand la route va grimper. Voilà, on a fait le tour alors qu'il reste plus que Mikel Landa, je crois, mais qui est déjà arrivé, Mikel Landa. C'est Dries de Bondt, le champion de Belgique, qui ferme la marche. Qui ferme la marche, ouais. On n'ira pas checker son temps, no offense contre nos amis belges, mais il ne va pas gagner la course et il ne va pas jouer au classement général. Donc voilà. Et Mikel Landa est arrivé 76e à 9,36, donc à peu près dans le temps notamment de Romain Bardet. Voilà, on a terminé avec ce prologue. Les amis, on a terminé avec le parcours. C'est l'heure de se demander qui va gagner le Giro. C'est le débat. Plusieurs noms ont été évoqués, un certain nombre. Il y a beaucoup de profils similaires sur ce Giro, donc très difficile d'annoncer un vainqueur, d'autant plus après ce prologue. En tout cas, sachez qu'on a préparé cette émission et qu'on a choisi nos favoris avant ce prologue. On a préparé l'émission ? Un petit peu. Ah, ok. Avant ce prologue. Vous avez fait une émission pour préparer l'émission, mais on n'en dira pas plus. Voilà, c'est ça, exactement. Mais oui, voilà, aujourd'hui, on a des indications grâce au prologue sur les états de forme, etc. Ce qu'on n'avait pas forcément avec juste avant la préparation de l'émission, mais on va voir ce que ça va donner. On va choisir d'abord un premier favori qui est annoncé, qui est en gros le favori des bookmakers, et vous allez notamment voir sur NetBet, c'est Simon Yates. Polo, est-ce que Simon Yates est ton favori à toi ? Ouais, bien sûr, c'est mon favori et ce tableau l'explique très bien. Voilà, j'ai pas eu le temps de voir parce que Tom a voulu me montrer autre chose. Mais voilà, quand tu vois son début de saison, vainqueur sur le Tour des Alpes, une victoire d'étape, sur le Tour de Catalogne, il est à la bagarre sur le Tirreno Adriatico, une anodine 10e place. Mais ce qui est intéressant sur le Tirreno, c'est sur le Prato di Livo où il est à la bagarre avec Tadej Pogacar. C'est le seul qui a tenu la dragée haute, Tadej Pogacar sur le Tirreno. Sur le Strade Bianche, c'était une course de reprise, c'est pas du tout sa spécialité. Je lui en veux, personne ne lui en veut beaucoup. Mais entre ça, ce début de saison très fort et aussi son appétence pour le Giro, on se souvient de son tour, enfin
ces 3/4 de tour exceptionnels d'un niveau incroyable en 2018. On se dit que Simon Yates, ça semble être la bonne année. Je pensais que ça aurait été l'année dernière, mais il a été coupé en plein vol par le Covid. Pas que par le Covid, lui et son équipe. C'est vrai qu'il n'était pas très bien avant, voilà. mais ça, c'est pour démonter mon argumentaire, donc je ne le dis pas. Je suis de mauvaise foi. Mais non, en vrai, ça fait un favori assez limpide de par son début de saison et de par les résultats qu'il a déjà eu sur le Giro, surtout sur un Giro aussi tourné vers la montagne, avec aussi peu de contre-la-montre et des étapes aussi difficiles, comme on l'a vu sur l'heure qu'on vient de passer ensemble. Donc voilà, Simon Yates, c'est le favori facile si t'es un parieur et que tu as envie de mettre une petite pièce sur lui. Mais le cyclisme, c'est pas aussi simple que ça, et je pense que Robin a d'autres avis que moi là-dessus. Ouais, la petite bordure dans le chat nous dit Yates a toujours craqué en 3e semaine. Ça a été vrai, mais il gagne quand même le Tour d'Espagne. Parfois même avant, oui. Alors, il gagne quand même le Tour d'Espagne. La Vuelta, ok, c'est bien. Déjà c'est la Vuelta. C'est ni le Tour, ni le Giro. Il y avait une sacrée, à peu près la même qu'au Giro 2018 d'ailleurs, quand il gagne la Vuelta. Il a gagné devant Enric Mas, qui n'a rien fait depuis, qui vient faire 6e du Tour, Enric Mas l'année dernière. Voilà, donc c'est le niveau de Simon Yates, c'est gagner un grand tour devant Enric Mas, et derrière on avait Lopez et Kruijswijk. C'est pas les cadors du peloton, c'est des très bons coureurs, ok, c'est très bien. Lopez, il a fait podium sur le Giro et sur la Vuelta. Ah, mais les grands cadors ne sont pas présents aujourd'hui. Il n'y a pas Primož Roglic, il n'y a pas Tadej Pogacar, donc c'est à peu près le. Ça veut dire que Simon Yates, il joue dans la cour de ces gars-là, et on a quand même alors déjà on a quand même un Egan Bernal au départ de ce Tour d'Italie, qui est un coureur d'une autre trempe que Simon Yates, je pense. Voilà, ce sera la question. et ensuite, quand on a les Vlasov, les Landa, qui sont derrière, même les Carty, ils ont des références qui sont similaires à celles des Lopez, des Kruijswijk et des Mas que Yates avait battu sur cette Vuelta. Alors Yates avait été très fort cette année-là, mais c'était son année 2018 où quand même il était monstrueux, et on ne l'a pas revu à ce niveau-là depuis, très honnêtement. Le Giro qu'il a fait en 2018, on ne l'a revu ni en 2019 ni en 2020. Et ni sur d'autres courses d'ailleurs, il n'a pas refait ce genre de performance, même s'il fait un beau tour en 2019. Et surtout, il avait déjà fait un beau début de saison en 2018, et derrière il s'écroule sur son Giro. Et là, on est pareil, il fait un beau début de saison, je suis d'accord avec Polo, à Tirreno il est bien. Bon, à Tirreno sur l'étape de montagne, il met que 20 secondes à Landa qui est derrière par exemple. Et c'est pas non plus, il met pas un écart énorme à tout le monde. Sur le Tour des Alpes, il est impressionnant, mais sur une seule étape. Et en fait, j'ai l'impression que Yates est aujourd'hui favori du Giro, parce que sur une étape du Tour des Alpes, il a lâché tout le monde. Et alors oui, c'était impressionnant, mais c'est une étape. 2 jours plus tard, Vlasov, il est dans sa roue, il n'est pas capable de le lâcher. Donc sur une seule étape, on est en train de mettre Simon Yates sur un piédestal. C'est pas forcément ce résultat à lui, c'est plus quand tu compares avec ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, tu analyses le parcours, tu vois les forces en présence. Ok, c'est pas un parcours pour grimpeurs-rouleurs, donc il y a très peu de grimpeurs-rouleurs. Donc il y a très peu, il n'y a pas les meilleurs, on peut le dire. Il n'y a pas du Dumoulin, il n'y a pas de Roglic, il n'y a pas de Pogacar. Après, tu regardes, il y a Egan Bernal, pas à 100%, je ne pense pas qu'il soit à 100%. Même encore, il y a 2 jours, il n'était pas rassurant dans ses déclats, en disant qu'il voulait rien promettre, qu'il savait pas trop, mais qu'il s'était bien entraîné ces derniers jours. On va attendre de voir. Il y a qui d'autre? T'as Vlasov, qui a jamais terminé un grand tour en se bagarrant pour le classement général. Je te dis pas que les autres jamais battu pour le classement général. Je te dis pas que les autres sont des garanties extrêmes. C'est pour ça que je mets Simon Yates en leader, parce que c'est celui qui a le plus de références, que ce soit par le passé et que ce soit cette saison. Mais et ça, pour le coup, il a des références que personne n'a. Comme je te l'ai dit, que ce soit sur des grands tours qui sont passés, ou que ce soit même cette saison. Depuis son Giro 2018, où en gros il s'était révélé à ce niveau-là, on a eu Giro, Vuelta cette année-là, ensuite il fait Tour, ensuite il refait Giro. La Vuelta cette année-là, déjà, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Il gagne la Vuelta, mais donc on a eu 3 saisons complètes, 2018, 2019, 2020. Et il s'est vautré à chaque fois qu'il est venu sur un grand tour, excepté la Vuelta qui gagne. Mais sinon, c'est échec sur échec. Moi, le seul gros échec, c'est le Tour 2019, où il est arrivé, la fleur au fusil. Il est arrivé sûr de lui, en disant que si on était ses adversaires, le Giro 2019, on se chierait dessus. Voilà, c'est ses mots. Il fait un super prologue au début, et après, là où je te rejoins, c'est que là, il a un coup de moins bien et il explose. Et même le Giro l'année dernière, même le Giro 2020, il vient parce qu'il aime le Giro et tout, c'est génial. Est-ce que 2020, c'est toi le premier qui dit tout le temps ça, est-ce que le Giro 2020, en termes de pic de forme, en termes c'est justement parce que les gars qui ont performé sur le Tour 2020,
sur le Giro 2020, pardon, il faut prendre avec des pincettes. Je suis d'accord avec toi, je le dis souvent. Mais un Simon Yates qui vient et qui, même dans ces conditions-là, n'a pas été capable de performer. Covid, c'est pour ça que son équipe est partie. C'est pour ça, il était fatigué. Il avait pas le Covid, il était largué au général. Sur les pentes. Il était largué au général et il s'est sauvé. Heureusement, avec le Covid, ça a permis de cacher, entre guillemets, le fait qu'il n'était pas du tout au C'est niveau. vrai qu'il était largué. Donc, moi, je trouve que Yates, c'est pas un choix fiable. Et alors, Polo, j'ai fait une petite recherche statistique. Mais alors, moi, je veux bien que tu me trouves. Si tu arrives à me trouver un choix plus fiable que Simon Yates. Je vais t'en trouver un après. On doit dire à nos gars de NetBet, là, on doit leur dire sur qui ils doivent voter. Moi, j'aimais Vlasov. Ah non. Mais Vlasov, mais en tout cas, juste pour montrer la déclat de Simon Yates, Simon Yates, lui, le sait très bien qu'il est visé par ces critiques-là, et il le dit, voilà, je vieillis, j'ai appris à mieux me gérer, l'équipe a grandi aussi, et j'espère qu'on pourra utiliser notre expérience pour gagner ce Giro. Merci, Regarde, mon Tom. Il est fringant, là. Je suis pas sûr que ça date de cette année, cette photo, mais il a l'air fringant. Ah si, ça date de cette année, c'est Bike Exchange. Hein? Ah bah oui, c'est Back Exchange, oui, bah oui, pas inspiré. Non, il est un peu plus modeste qu'il y a 2 ans. Regardez, c'est pas la tête d'un mec fringant, ça, d'un mec sûr de lui. Bon, après, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, il est toujours sûr de lui au départ d'un Giro. Ça lui a servi en 2018. Il est quand même un peu plus modeste cette fois. Mais... Un peu plus modeste. Et non, mais voilà, surtout, Polo, j'ai fait une petite recherche. Là, je veux te parler d'un truc. La bouteille. Je veux te parler d'un truc. Gagner le Tour des Alpes, ça ne veut pas dire que tu vas gagner le Giro. Et alors, je suis remonté un peu. Les vainqueurs du Tour des Alpes, Sivakov en 2019, 9e du Giro. 2018, Thibaut Pinot, abandon sur le Giro. Non, il était Pinot, à part l'abandon. Il était 3e, si tu veux. Ok, il était 3e, il n'allait pas gagner. Il fait un super Giro. Il allait gagner ou pas? Non. Voilà. 2017, Guerin Thomas, abandon. Il était 15e quand il abandonne. Avant de sa chute au blocos, il était 2e. Ouais, mais il chute tôt. Ok, ben c'est pas de ma faute. Très tôt, il a même pas pu monter les premières pentes. 2016, Mikel Landa, abandon. Il était 8e avant d'abandonner. Il abandonne à mi-Giro. 2015, Richie Porte, abandon. Il était 27e quand il abandonne. 2014, Evans, 8e. 2012, Pozzovivo, 8e. Il y a une seule exception finalement sur ces 10 dernières années, c'est Vincenzo Nibali en 2013 qui fait le doublé Tour des Alpes Giro. Après ça, dans les faits, oui, mais est-ce qu'il y a une meilleure préparation que le Tour des Alpes pour préparer le Giro? Peut-être pas. On n'a pas vu des mecs comme. En tout cas, on dit souvent que le Tour des Alpes. Peut-être qu'il faut poser la question parce qu'en tout cas. Vlasov, mais Vlasov, il a préparé le Giro au Tour des Alpes. Mais en fait, l'idée, c'est peut-être que gagner le Tour des Alpes, ça veut dire que tu es en forme trop tôt. Peut-être que gagner le Tour des Alpes, c'est pas nécessaire. Si tu fais 2e à la pédale sur l'étape la plus difficile. Oui, mais il est quand même un cran derrière Yates, on est d'accord. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Et d'ailleurs, Froome, quand il gagne le Giro en 2018, il a fait 4e du Tour des Alpes. Et Nibali, 2016, il s'était aussi préparé au Tour des Alpes, mais il l'avait pas gagné. Pareil avec. Non, j'en ai pas d'autres. Mais, voilà. Non, mais en vrai, on ne chie pas, ça je vois rien. Mais tu vois, si je devais aller dans ton sens, là où ce qui est intéressant, c'est de la news toute fraîche. C'est le chrono de Vlasov sur ce prologue. Ça montre 2 choses. Que ce gamin est capable de rouler correctement sur 10 km. Est-ce qu'il sera capable d'en rouler sur 30? C'est une autre question. Et surtout que ce gamin est en forme. Alors après, la question, comme on l'a vu avec la Vuelta l'an passé, où Vlasov a à peu près ce même rôle d'outsider, un peu plus, qui intriguait un peu les gens parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il valait. Est-ce que Vlasov, cette année, est capable de franchir ce cap des 3 semaines? Tu as l'air d'en être convaincu, j'ai envie d'entendre ton argumentaire. Évidemment que je n'ai pas une boule de cristal non plus pour te dire Vlasov va tenir les 3 semaines. Et c'est forcément l'interrogation qu'il y a avec lui. Mais en fait, j'ai la même avec Yates, alors que Yates, des grands tours, il en a fait une flopée. C'est ça qui est bizarre avec Simon Yates, c'est qu'il n'est pas normal quand tu es à ce niveau d'expérience et que tu as déjà gagné un grand tour. On ne devrait pas douter de ta capacité à tenir 3 semaines. Donc Vlasov, évidemment qu'il y a aussi cette interrogation. Mais moi, je suis rassuré par le fait que déjà, il n'est pas été trop fort. Je suis toujours un peu... Alors parfois c'est à tort, mais on est toujours un peu quand même méfiant avec celui qui s'est montré le plus fort en préparation. Parce que c'est pas toujours le plus pertinent. Et Vlasov, il était très bien à Paris-Nice, il était très bien autour des Alpes, mais il y avait toujours un peu mieux que lui. Et c'est un grimpeur redoutable. Chrono, voilà, on a vu qu'aujourd'hui il fait un prologue très correct. Et en montagne, on a de plus en plus d'exemples depuis 1 an et demi qu'il a vraiment éclos chez Astana, du fait que faut aller le chercher, quoi. Et honnêtement, il a gagné le Mont Ventoux dénivelé challenge. Alors, c'était peut-être pas la course avec le plateau de l'année, mais quand même, on avait du Quintana, on avait du Guillaume Martin. Il est parti, Vlasov, plus personne l'a revu. Richie Porte, exactement. Voilà. Et autour des Alpes, le fait qu'il tienne la roue d'un Yates, dont on sait désormais que Yates il est en super forme, moi, ça me rassure. Donc je pense que Vlasov aujourd'hui il est numéro 1 chez Astana. On n'a plus de Miguel Angel Lopez qui est parti. On a un Fuglsang qui désormais est peut-être un peu trop vieux pour jouer les courses de 3 semaines et qui a eu sa chance et qui s'est loupé. Donc je pense que maintenant chez Astana on mise tout sur Vlasov et qu'il a les armes pour aller gagner un grand tour. Oui, là où je suis d'accord, c'est que d'ailleurs on le voit bien, plus personne ne parle de Jakob Fuglsang comme potentiel leader, voire même favori, encore moins.
Après, Vlasov, encore une fois, il est jeune. J'attends de voir ce qu'il peut faire sur 3 semaines. J'ai été un peu frustré de sa Vuelta. Il fait un très bon début de saison. Moi, je trouve qu'en termes de forme, c'est pour ça que je suis surpris par ce que tu dis sur Simon Yates. Je trouve qu'en termes de forme, quand on voit ce qu'il fait sur Paris-Nice et sur le Tour des Alpes, c'est du niveau de la préparation de Simon Yates, je trouve. C'est un petit cran en dessous quand même. C'est un petit cran en dessous. Simon Yates gagne le Tour des Alpes. Après, il fait quoi, Simon Yates? Il avance un peu masqué. Son seul coup d'éclat, c'est, je te dis, cette étape Rennes sur le Tirreno Adriatico. Voilà, c'est 2 coureurs qui ont pour l'instant une excellente préparation. Il y en a juste un par rapport à l'autre qui a plus d'expérience sur des courses de 3 semaines et qui a déjà prouvé qu'il pouvait en remporter ou bien figurer sur des courses de 3 semaines, quelles soient en France, avec son maillot blanc. Il remporte ou il n'est pas là. Parce que bien figuré, sans gagner, il fait rarement. Il fait 4e d'un Tour de France avec le maillot blanc. Il fait... Simon, il fait 7e du Tour. C'est pas ouf non plus, 7e du Tour. Le maillot blanc. Ouais, mais toujours avec Adam entre 2015 et 2016. Tu vas me dire que 7e, c'est placé, c'est bien? Bah, c'est placé. Surtout à l'âge qu'il avait. Ouais. Surtout après, il en a gagné des tours. Il a gagné la Vuelta. Il est à une étape. Il a une fringale d'exploser un Giro. Oui, d'accord. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que bonne ou mauvaise, il a plus d'expérience qu'un Vlasov. Et je pense que ça peut jouer sur un tour aussi difficile que celui qu'on va avoir là, avec un Vlasov qui va peut-être se griser, exactement comme Yates s'est grisé en 2018, un Vlasov qui va peut-être se griser de ses bonnes jambes en première et deuxième semaine et qui va complètement exploser en troisième. C'est un peu le côté... ouais, après, il y a la personnalité de Yates, c'est pas la même de celle de Vlasov quand même, qui est un mec un peu plus discret et un peu moins fanfaron que Simon Yates. Simon Yates, ce qu'il avait perdu, c'était de vouloir aller gratter toutes les étapes. Et alors, il avait fait une razzia, mais Vlasov, je suis pas sûr que s'il a des bonnes jambes, il se dise, allez, moi, je vais gagner 6 étapes sur le Giro et puis maillot rose, maillot par point, maillot de la montagne. Non, voilà, c'est Simon Yates, il s'était un peu éparpillé. Vlasov, je pense qu'il le fera pas. On passe aux favoris suivants des bookmakers et notamment de toute la communauté cycliste. Il est souvent évoqué, mais il y a un petit problème. Son dos grince. Non, désolé, on ne parle pas de Thibaut Pinot qui n'est, rappelons-le, pas présent sur ce Tour d'Italie. À cause de son dos aussi. À cause de son dos aussi, voilà, c'est pour ça que j'en parle, Polo. Mais on parle de Egan Bernal, le Colombien d'Ineos Grenadiers, qui, voilà, on le voit, son début de saison a été absent notamment sur le Tour des Alpes et sur le Tour de Catalogne. Il reste sur un Tirreno Adriatico où il a terminé 4e. Polo, où est-ce que tu le situes dans cette hiérarchie des favoris? C'est trop dur. Il n'a pas récupéré à 100% en fait, Egan Bernal. Donc à partir de ce moment-là, où est-ce que tu le situes? S'il est à 100%, voilà, il passe automatiquement favori, même devant Simon Yates. Pour le coup, exactement. Là, lui, il casse un peu tout ce qu'on a dit sur Vlasov et Yates. Il a l'expérience, il a déjà gagné des grands tours, il est comment dire, intrinsèquement plus fort que Yates et Vlasov en montagne. Il est meilleur rouleur. Voilà, il coche tout. Le problème, c'est que là, il n'est pas à 100% et que ça pose un vrai problème de lecture, surtout si on veut mettre un petit billet dessus sur NetBet. Donc non. On va voir d'ailleurs la cote. On l'a, la cote d'Egan Bernal. Je crois, Polo, tu l'as préparée, la cote NetBet. Ouais, je vais la voir, la cote de Bernal. Alors, on va la voir arriver. Robin, est-ce que toi, tu mettrais de l'argent sur Egan Bernal? Non, c'est trop risqué, comme a expliqué Polo. Le dos, c'est tellement problématique. On l'a vu sur le dernier Tour de France. Pinot et Bernal avaient mal au dos. On sait ce que valent Pinot et Bernal. L'année d'avant, ils étaient en train de se battre pour le gagner, le Tour de France. Les deux, ils ont mal au dos et ils ont été inexistants sur ce Tour de France. Parce que quand tu as mal au dos en montagne, c'est juste infaisable. En fait, c'est pas une douleur surmontable ou une douleur, je sais pas, si tu as mal à la main, bon, bah, tu peux peut-être t'en sortir, même si c'est chiant pour tirer sur le guidon. Mais le mal de dos, c'est vraiment un des trucs, je pense, le plus handicapant quand tu dois faire une course en montagne, quoi. Donc, on va voir après. La seule question que je me pose avec Bernal, c'est est-ce que c'est pas du bluff? Il nous avait fait un peu le coup, rappelons-nous, quand il avait déclaré forfait sur le Giro, et tout le monde s'était demandé, en 2019, il est forfait du Giro pour une clavicule, et une semaine après, quasiment, il s'entraîne en vue du Tour de France, et il va gagner le Tour de France. Et on s'était dit, attends, est-ce qu'il était vraiment clavicule pété, ou est-ce qu'il a fait un coup d'esbrouf à tout le monde? Là, c'est la même question que je me pose. Est-ce que son absence du Tour des Alpes, c'est une vraie absence et qui avait vraiment trop mal au dos, ou est-ce que c'était une précaution et en fait il aurait pu le courir et il n'a pas si mal que ça et c'est un petit coup d'intox de la part d'Ineos pour justement enlever un peu de pression, parce que tu le dis, s'il disait je suis à 100%, on lui mettrait toute la pression sur les épaules, ce serait lui le favori numéro 1, et en disant ça, il s'enlève un peu de pression. Il suffit de voir nous comment on en parle, on dit qu'il n'est pas favori. Donc peut-être que ça peut être une stratégie, mais bon, c'est quand même pas dans les habitudes d'Ineos de se défiler.
ni dans celle de Bernal. L'année dernière, il n'était pas bien sur le tour, il avait assumé. Donc voilà, j'ai des gros doutes. Et s'il a mal au dos, c'est sûr, il gagnera pas. Il y a le Belge qui dit même à 80%, il a tellement soif de gagner que son mental, avec son mental, est fort. Non, je pense qu'il peut faire top 3, Polo. Mal au dos, tu gagnes pas le un Giro. peu la même chose, même à 80%, il accroche le top 5. C'est compliqué. Soit il est à 100% et pour le coup, il va jouer la victoire. Soit je pense que son Giro peut ressembler à son Tour de France de l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est mal au dos, tu gagnes pas le Giro. C'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, Egan Bernal, cette année, dès qu'il a couru, il a été bon. Il a été bon sur le Tour de la Provence où ils ont fait la chanson à la Philippe avec Ivan Sosa sur le Chalet Reynard. Il a été bon sur le Trophée de la Gueglia en battant notamment un excellent Clément Champoussin qui m'avait régalé ce jour-là. Sur l'Estrade Bianchi, il est excellent. Bon et sur le Tirreno Adriatico, il a sa place. Il a la place d'un mec qui prépare le Giro, qui monte en puissance. Donc à chaque fois qu'on l'a vu courir cette année, Egan Bernal a été bon. Alors après, est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'il y a vraiment un mal au dos? Voilà, aujourd'hui, pas d'élément de réponse parce qu'il est dans les temps, donc on l'attendait sur le prologue. On va voir il peut te faire étape. Il peut te mettre ouais, ou même il peut être un peu en mode discret sur les premières arrivées qui sont pas les plus difficiles non plus. C'est pas le plus spectaculaire lui, contrairement à Simon Yates. S'il doit rester un peu il restera dans les roues. Mais t'es pas à l'abri que sur la 11e étape qui ressemble au Strade Bianchi ou même un peu plus tard sur le Zotkolan, tu retrouves un Bernal au top de sa forme et tu te dises il nous a bien eu. C'est pas complètement impossible, mais en tout cas pour aujourd'hui mettre un billet ou aujourd'hui te dire Bernal va gagner le Giro, c'est trop important. Très difficile de lecture. Très difficile. Si vous avez de l'argent à mettre sur NetBet, ne le mettez pas sur Bernal, c'est impossible. Il dit voilà, tout va dépendre de la façon dont mon dos répond. Si tout va bien, alors je me concentrerai sur la bataille pour le maillot rose. C'est inutile de faire de fausses promesses, même si certains médias colombiens disent que auquel il aurait confié que il se sentait quand même très bien et que c'était plus par prudence qu'il n'était pas allé sur les tours de préparation pour avoir le temps de se reposer psychologiquement, aller s'entraîner sur des stages chez lui en Colombie et revenir frais mentalement pour aborder ce Giro. Et forcément qu'il allait être fatigué parce qu'il allait à beaucoup d'altitude chez lui, mais que sur ses premières semaines et notamment... Pense pas tes bras, Joseph, tu te fermes à la discussion, à l'ouverture envers les gens. Voilà. Et donc t'as pas d'auréole, c'est comme ça que... voilà, je vais avoir un idiot, mais je serai très ouvert, les amis. Mais ouais, Bernal, c'est aussi une des raisons médiatiquement dans son pays, ce qui se dit. C'est ce qui se dit, Polo. Ça, mais après, ce qui se dit, tu sais... Et les gens dans le chat qui mettent sur Bernal. Hein. C'est ça, parce qu'il y a Mezou qui est un fidèle, de nos rouleurs, qui est tout le temps là, qui nous dit, et il a raison, pour le coup, Bernal, ça fait un mois et demi qu'il s'entraîne très dur, avec des sorties de port. Ça, il nous en a donné l'habitude depuis maintenant quelques années. Il fait des très bonnes sorties d'entraînement aussi. Il avance caché, comme le dit Robin. La lecture. Mais rappelle-toi, Polo. La lecture est vraiment difficile. Les explications. C'est dur de se faire une propre idée, quoi. Mais rappelle-toi les explications qu'on a eues il y a quelques semaines avec Thibaut Pinot, qui t'expliquait qu'à l'entraînement, donc qui lui aussi souffre de mal de dos, qui expliquait qu'à l'entraînement ça allait très bien et que c'est l'arrivée en compétition qui posait problème, où il faut tout le temps relancer après un virage dans une descente. Sur un rond-point, et que c'était là que ça lui faisait mal, alors qu'à l'entraînement il pouvait s'infliger des grosses sorties de l'altitude, des montées, et ça posait pas de soucis, mais une fois arrivé en course c'était infaisable. Donc ça va aussi être le test pour Bernal. Ce contre-la-montre pour Bernal, je pense qu'au niveau du dos ça va, c'est un effort linéaire que tu peux lisser. Ce qui va être plus difficile, c'est sur les premières arrivées en altitude, de voir quand il y a une attaque qui part et que tout le monde réagit, est-ce que Bernal il a la capacité de le faire? Si par hasard Bernal n'est pas au niveau attendu du côté de chez Ineos, Polo, il y a quand même un homme qui s'appelle Pavel Sivakov qui aujourd'hui termine 32e du prologue, 34 secondes de Ghana, donc peut-être le deuxième meilleur parmi les favoris derrière Vlasov. Tout à fait. Il sera là au besoin, apparemment il est là en forme. Écoutez les gars, Pavel Sivakov, je pense que pour moi c'est mon dark horse de ce tour d'Italie. Il a annoncé qu'il venait sur ce Giro pour jouer le maillot rose lui aussi. Son début de saison est très intéressant. Il commence à avoir l'expérience des grands tours, un peu plus dans l'ombre que ses jeunes coéquipiers, que ce soit Tao, que ce soit les Sud-Américains. Mais c'est quelqu'un qui est toujours placé, toujours intéressant. Et puis le premier qui profitera d'un Egan Bernal peut-être diminué, c'est Pavel Sivakov. Et il a les jambes. Il a les jambes pour aller se battre avec les meilleurs de ce Giro en montagne. Lui, pour le coup, a une cote qui doit être beaucoup plus importante que celle des Bernal, des Yates, etc. Et pour le coup, voilà, moi, si j'ai 5 € à mettre,
je les mets sur Pavel Sivakov. Je vous le dis, les gars, sur NetBet, vous mettez 5 euros pour Pavel Sivakov, ça peut vous rapporter gros à l'arrivée. Donc voilà, moi j'ai une énorme confiance en Pavel Sivakov sur ce Giro. Et lui, contrairement à Egan Bernal, je suis quand même assez rassuré par et son début de saison et ses déclarations avant la course. Donc je suis assez hypé. Et s'il gagne, évidemment, Pavel Sivakov sera français. Parce qu'on rappelle qu'il est né à Pau et qu'il a la binationalité franco-russe. S'il perd, il est russe. S'il gagne, il est français. C'est très important à dire. Même si le début de saison de Pavel Sivakov, Robin, a été coup-ci coup-ça sur le Tour des Alpes. Il y va en tant que leader d'Ineos, il termine 6e. Voilà. C'était pas dingue sur le Tour des Alpes. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai montré. Deuxième de l'étape. Je t'ai montré les chiffres. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce genre de tour. Il faut se concentrer sur les étapes Rennes. Et après, ce qui m'inquiète un petit peu, entre guillemets, c'est que on avait eu un Sivakov très bon en 2019 quand il se révèle et qu'il fait 9e du Giro, et que depuis, il y a eu quelques galères, notamment sur le Tour de France l'année dernière où il chute sur la première étape et où du coup il a un tour compliqué. C'est pas complètement de sa faute, mais le fait est que du coup on n'a pas su ce qu'il valait vraiment sur un Tour de France sur 3 semaines. Donc voilà, on attend de voir. Déjà, il va être bridé dans un premier temps parce qu'il y aura Bernal. Mais ce qui est sûr, c'est que si Bernal n'est pas capable de jouer sa carte, on va attendre Sivakov et il aura un gros coup à jouer parce que chez Ineos, il y a tellement de leaders que quand on te donne la possibilité d'y aller, il faut que tu montres que tu es fiable, sinon tu recules dans la hiérarchie. Il y a un homme dont tout le monde parle énormément dans le chat, c'est Remco Evenepoel. Eh bien les amis, c'est l'heure d'en parler de Remco Evenepoel qui n'avait plus été présent en compétition depuis 297 jours, et ce jour où il est tombé au-dessus d'un pont sur le Tour de Lombardie où il était très bien placé pour gagner, eh bien, ça y est, Remco Evenepoel qui a été lourdement blessé. On a eu peur même pour sa vie, on va pas se mentir. Eh bien, il est de retour, et aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, Paul, il est de retour sur une compétition de 3 semaines. C'est intéressant parce que il reprend, comme tu dis, il reprend la compétition. Il a à côté de lui quelqu'un qui va jouer le général aussi, en la personne de Joao Almeida. Du coup, il avance complètement masqué, même dans ses déclarations. Il dit qu'il vient pour se faire plaisir, il dit qu'il vient pour accumuler du rythme, sachant que lui, son objectif, c'est le contre-la-montre et la course en ligne des Jeux Olympiques qui arrivent. Mais d'un autre côté, on connaît Remco Evenepoel qui joue la gagne ou qui gagne toutes les courses sur le Tour à laquelle il participe depuis qu'il est passé pro. C'est l'un des meilleurs du monde sur le contre-la-montre. On l'a vu très bien monter, notamment sur le Tour de Burgos l'an passé. Face à des cadors du peloton quand la route s'élève. Moi, je ne l'enterrerai pas trop vite parce que je pense que son objectif, c'est quand même de bien briller, mais il essaye de se décharger de la pression, et le fait de revenir après autant d'absence de 197 jours, on le voit derrière toi, Joseph, ça lui décharge toute cette pression et il peut faire sa course à côté de lui. Et on se souvient que Remco Evenepoel à son top niveau, la cohabitation avec Joao Almeida se passe très mal. Sur plusieurs courses, on l'a vu l'an passé. D'ailleurs, Joao Almeida, Patrick Lefebvre a fait une sortie dans la presse en disant qu'il ne re-signerait pas cette année parce que les discussions avec son manager, qui n'est pas Jorge Mendes, se sont très très mal passées. Je peux vous dire que s'il y a un choix à faire du côté Quick-Step, ce sera pour Remco Evenepoel. En plus, il est belge. En plus, il est belge. Donc, ne serait-ce qu'en termes de vie intérieure dans l'équipe Quick-Step, ça va être très intéressant de voir comment Remco va se placer vis-à-vis de ça. J'ai du mal à l'imaginer coéquipier de luxe pour Joao. Après, s'il n'est pas au niveau, ça va vite se régler. S'il ne peut pas jouer la gagne sur les étapes de montagne et qu'il prend un éclat sur les premières étapes importantes. Tu penses qu'il peut pas le jouer, toi ? En fait, je me pose la question, mais c'est encore pire que Bernal en fait dans l'incertitude. Il n'a pas couru, on l'a pas vu sur un vélo depuis 9 mois. Il n'a jamais fait un grand tour. Et en plus, voilà, pour moi, c'est la double peine. C'est-à-dire que même si on se rend compte qu'il est fort, admettons, il est super fort au Zone Collan, Evenepoel est même maillot rose au soir du Zone Collan, qui te dit qu'il va pas craquer en 3e semaine ? Il a jamais vécu ça. J'ai regardé un peu ses courses par étapes. Déjà, il a été impressionnant depuis qu'il est pro. Mais surtout sur des contre-la-montre et des classiques, des courses d'un jour. Il a quand même gagné, donc il a performé sur les arrivées au sommet, il a gagné quelques courses par étape, mais c'était souvent des courses de 5 jours. Il a gagné le Tour de Belgique, il a gagné le Tour de Pologne, le Tour de Burgos, le Tour d'Algarve, c'est 5 jours de course. Et le max qu'il ait gagné, c'est le Tour de San Juan, 7 jours en Argentine, mais c'était au tout début de saison, c'est au mois de janvier. Il bat Ghana au contre-la-montre. Exactement, mais alors il bat Ghana au contre-la-montre, mais il bat Ghana au général aussi. Ouais. Ghana est 2e du général, et Sevilla est 3e. C'est pour te montrer qu'il ne gagne pas non plus une course par étape face à des cadors. Non, mais c'est clair, et puis il y a une vraie inquiétude, et on se l'a posé déjà l'année dernière, c'est comment ce gars-là réagit sur de la haute altitude. On l'a jamais vu passer, que ce soit à Burgos
ou même au Portugal, qui sont pour moi ses plus belles victoires dans le style, entre guillemets. Il a jamais passé les 2000 mètres, il n'a jamais fait une réelle grosse étape de montagne. Donc c'est là que ça va être intéressant. Je faisais déjà la question l'année dernière avant qu'il abandonne sur le Tour de Lombardie. Là, pour le coup, je pense que c'est là que ça risque de coincer, surtout pour quelqu'un qui manque de rythme de course et qui manque d'expérience. Pour l'instant, Les étapes 16 et étapes 20, où il va devoir faire 5 fois au-dessus de 2000 mètres, ça risque de faire très mal pour un coureur de son profil. Il y a Ruijin qui dit belge, on va dire qu'il est francophone s'il gagne et belge s'il perd. J'adore cet état d'esprit. On regarde une déclaration, mon cher Thomas, tu peux balancer la décla qu'on a préparée de Remco Evenepoel pour montrer l'état d'esprit dans lequel il arrive. Il dit voilà, je ne me préoccupe pas des étapes de montagne de ce Giro. Moi, ma saison, mon objectif principal, c'est Tokyo et les Jeux Olympiques. Ouais, on le croit, on ne croit pas. Il y a Remix 1123 qui nous dit vous oubliez que c'est un énorme crack et qu'à chaque fois il repousse les barrières. Sinon on n'en parlerait même pas. On lui a dit c'est un bon rouleur, il ne sera jamais bon en montagne. Il va claquer des victoires en montagne à la Haute des Foya ou sur le Tour de Burgos. Et tu vois, à chaque fois il repousse. C'est pour ça que j'ai du mal à l'en tirer trop vite. On le prend déjà en compte en le considérant comme un favori du Giro. Parce qu'un mec normal. T'as vu sa cote ? Je crois que sa cote elle est à 4. Il est dans les 3-4 gros favoris. Oui, c'est du bluff. C'est du bluff. Parce que sur un coureur lambda, même tu prendrais un mec qui a déjà prouvé sur des grands tours, il reviendrait après 9 mois de compétition, jamais on le considérerait comme un favori. Et Evenepoel qui a jamais couru, qui a jamais gagné une course de plus de 7 jours et qui a jamais couru un grand tour, on est en train de te dire oui, il peut battre Bernal et Simon Yates. Honnêtement, c'est déjà le considérer comme un énorme crack et comme un champion. Mais moi, là, je pense qu'on va un peu vite quand même. Déjà, j'attendais de voir un Remco Evenepoel. Il a pris de l'avance aujourd'hui sur ses adversaires en montagne. Ça oui. Il a dû prendre une quinzaine de secondes. Déjà, l'année dernière, s'il s'était aligné sur le Giro, on aurait eu ce questionnement sur son âge, sur son beaucoup expérience. Plus fait pour lui. Il y avait avec 60 ans de Giro, là, pour le coup, il y avait une réelle mais déjà, on se serait posé des questions sur sa fiabilité. Alors là, en plus, 2000 mètres, après 9 mois sans compétition, honnêtement, si on met de l'argent sur Evenepoel, on est fan d'Evenepoel, quoi. Attends, tu vois, si tu dois choisir entre mettre 5 € sur PL Sivakov ou sur Remco Evenepoel, tu les mets sur qui ? Je crois que je les mets quand même sur Evenepoel parce que en fait, je pense que Sivakov, même s'il récupère le leadership chez Ineos, il y a trop de mecs. Je te parlais de Vlasov, on n'a pas parlé de Landa encore. Je pense qu'en fait, il y a trop de gars au-dessus de Sivakov intrinsèquement. Alors que Evenepoel, je me dis qu'en fait, si jamais, là, c'est très improbable, mais si jamais il est au top, bah, il peut gagner. Alors que Sivakov, j'y crois pas pour la gagne. Attention, moi, ça me fait un peu penser au Giro 2020, peut-être un peu, avec un peu plus. Ça reste un tour très très ouvert. Je pense qu'il y a des grosses cotes à tenter comme ça. J'ai quand même envie d'y aller, tu vois. Evenepoel, je la tenterai pas parce que on n'a aucune info sur et sa capacité de récupération depuis sa chute et aussi sa capacité à performer en haute montagne. Sivakov, ça, on les a, ces infos-là. Mais des fois, pas d'infos, c'est plus rassurant que les infos que tu peux avoir. Et les infos qu'on a sur Sivakov, moi, elles me disent pas qu'il va gagner le Giro. Ça vaut pour Bernal, ça vaut pour Evenepoel et pour les autres à qui il nous manque un peu d'infos pour donner nos billes. Exactement. On termine ce débat avec les outsiders parce qu'on a cité 3-4 noms, mais il y a un certain nombre de coureurs qui aussi potentiellement, en tout cas qui l'ont annoncé, qui eux venaient aussi pour se battre pour le général. Alors, on a déjà parlé d'Alexandre Vlasov. On va chacun en choisir un. Tu sais quoi ? Chacun va défendre un poulain. Ouais, ça me va très bien. On a Mikel Landa, Emmanuel Buchmann, Hugh Carty, Dan Martin, George Bennett. Ils sont classés dans l'ordre de la plus petite à la plus haute cote ou pas ? Non, pas du tout. Je les ai placés. Parce qu'on dirait, je sais pas, il y en a qui sont plus ou moins en gras les noms et tout. Alors je me suis demandé s'il y avait un. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai qu'il y a des noms en gras. C'est moi en le faisant. Tu vois, je sais pas, je devais avoir les yeux un peu vitreux et le George Bennett, j'avais peut-être envie de le mettre en évidence. Romain Bardet et Vincenzo Nibali. Polo, du coup, quel est l'homme que tu as choisi ? Me le vole pas. Hein ? Non, je ne le volerai pas. Non, moi, je vais choisir Romain Bardet. On en parlera mieux tout à l'heure. Mais du coup, oui, vu qu'on va en parler sur le focus, je vais peut-être attendre de donner mes billes à ce moment-là. Pour choisir un autre mec, du coup, je crois bien Hugh Carty. Hugh Carty, pareil, qui avance un peu masqué, qui a une belle équipe autour de lui, qui a déjà prouvé qu'il pouvait faire podium sur des grands tours, même si c'était quand même une Vuelta très, très spéciale. Tu avais quand même une grosse adversité, parce que devant lui, c'est quand même Carapaz et Roglic, c'est pas rien. Franchement, si je me garde Bardet pour tout à l'heure, qu'on peut pas dire Vlasov et que je te laisse le tien,
parce que ça commence à faire beaucoup aussi, Robin, et bah, je choisirais Hugh Carty, qui est un coureur qui sera au rendez-vous. On l'a vu aussi sur le Tour du Pays Basque. Il est monté en puissance au fil des jours, et c'est le dernier à accrocher Godu et Roglic. C'est vrai. Donc non, il y a quand même des signaux rassurants pour Carty, et puis lui aussi, contrairement à Vlasov, contrairement aussi à Evenepoel, et bah, lui a l'expérience des grands tours. Donc pour le coup, ça chiffre. Robin, quel est ton outsider? Moi, je voulais parler d'Emmanuel Bourman. Non, je rigole absolument pas. Ça fait tellement peur. Non, jamais de la vie. Je n'y crois pas du tout. Par contre, je crois beaucoup en Mikel Landa. Donc, l'expérience aussi de ce côté-là, surtout sur un Giro où on a beaucoup de jeunes. Là, on parle de Bernal, d'Almeida, de Evenepoel. Bah, Landa, c'est peut-être le papa un peu de ce groupe de favoris, même si bien sûr il y a Nibali, mais que je considère pas vraiment comme un outsider sérieux. Et donc, en fait, sur Landa, je voulais dire que j'ai remarqué un truc, c'est que quand il fait un bon grand tour, il fait pas une bonne préparation. En tout cas, dans sa préparation, il n'y a pas de résultat marquant. Par exemple, sur le Tour l'année dernière où il fait 4e, sa préparation c'était le Dauphiné, il avait fait 18e, donc c'est assez anecdotique. Sur le Giro 2019, où il avait là aussi été assez bon, il avait abandonné sur le Tour des Asturies en préparation. Sur le Tour de France 2018, où il fait 4e, où il est aussi encore au niveau. Non, pas 4, pardon, peut-être qu'il fait 6. Il avait fait 16e du Tour de Suisse. Il fait 4 en 2017. Exactement. En 2017, il avait juste fait en préparation les championnats d'Espagne parce qu'il avait déjà fait le Giro avant. Donc des fois aussi, il a cette tendance à faire Giro et Tour de France, et où du coup, il n'a pas de course de préparation avant le Tour. Et donc, par contre, la seule fois où il a fait une super préparation, c'était en 2016, où il gagne le Tour qui s'appelait à l'époque le Tour du Trentin, donc l'actuel Tour des Alpes, et il s'était vautré complètement sur le Giro. Donc cette année, on l'a vu un peu dans un entre-deux, discret, là sur Tirreno, un peu moins au Pays Basque, et peut-être que ça veut dire que Landa fera un très beau Giro. Dans un tour aussi ouvert que celui-là, j'aime bien le côté expérience de Landa et le côté 30 km de contre-la-montre. Alors, Joël, si tu peux nous retrouver où est-ce qu'a fini Landa aujourd'hui, ça m'intéresserait, pour savoir s'il a déjà un petit débours. Mais voilà, Landa, c'est quelqu'un qui a déjà brillé sur le Giro. Podium, son seul podium sur un grand tour, c'est sur le Giro. Seul podium sur un grand tour. On se souvient aussi de son année, c'est pas pré-Tour de France, je crois, pré-Tour de France 2017, où il va chercher le maillot de meilleur grimpeur et 2 victoires d'étape, où il fait un magnifique Giro lui aussi. Et 2015 avec Fabio Aru, où il est monstrueux, mais là on commence à remonter. Donc voilà, il a une belle expérience, il a déjà gagné, il a déjà fait des podiums, déjà des maillots distinctifs. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'avec la physionomie de ce Giro, s'il gagne pas là, il gagnera jamais un grand tour, Mikel Landa. Il a terminé à 4,16 de Ghana, à la 85e place, donc 2 secondes devant Romain Bardet, mais dans les temps, par exemple, de Martinez, de Hindley, de Peyo Bilbao, de Hugh Carty, de Vincenzo Nibali. Dans le temps des mauvais rouleurs, quoi. Statu quo, en fait, exactement, sur ce prologue. Voilà. Et juste pour rajouter, moi personnellement, effectivement, si je devais mettre mon argent sur un homme et sur une grosse cote, je la mettrais sur Mikel Landa, parce que quand tu termines 8e du Tour du Pays Basque, on le rappelle, le Tour du Pays Basque qui est le tour de préparation pour notamment les Ardennaises, et le top 10 était absolument monstrueux. Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Adam Yates, David Gaudu, Peyo Bilbao, Alejandro Valverde, et donc Mikel Landa, et il avait en plus bien terminé puisqu'il avait gagné 2 étapes, 2 places sur la dernière étape. Bien sûr, la dernière étape qui était l'étape la plus compliquée, on en parlait tout à l'heure avec Hugh Carty. Il a une bonne équipe autour de lui. Il a une très bonne équipe Caruso, avec Peyo Bilbao. C'est, je pense, le coureur qui a la meilleure équipe peut-être avec le team Ineos. Et sans avoir, il a la bonne équipe sans avoir un co-leadership en fait. Il est le numéro 1, mais il a des gros équipiers. Attention à Peyo Bilbao, même si Peyo Bilbao, il va quand même bosser pour lui. Entre Basques, ils vont. Et c'est pas dit, il fait quoi? Il fait 5e Peyo Bilbao l'an passé. Giro 2020. Mais il peut revendiquer un leadership en vrai s'il joue au con. Donc, mais bref, ça c'est un. Je pense pas je pense qu'avec Landa entre Basques, ils s'entendent bien. Par contre, l'idée, le côté, je prépare le Giro en allant au Pays Basque chez moi plutôt qu'au Tour des Alpes. Si ensuite on théorème, c'est pas forcément une bonne idée. Donc on verra. Ça c'est aussi une interrogation. Voilà, il y a Blague Cheta qui dit j'aimerais bien voir George Bennett performer. C'est vrai. Ça va être aussi un des hommes. Il aimerait bien. Ouais, j'aimerais bien. Moi, j'adore l'état d'esprit de cet homme-là. Et effectivement, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Je pense qu'il arrive discrètement. Et rarement, en fait, je l'ai vu annoncer des objectifs. Et avant ce Giro-là, il arrive plutôt confiant. Il a dit qu'il avait tout préparé pour être en forme en 3e semaine. Et donc, je vais faire confiance à ses déclarations et espérer que le Néo-Zélandais de la Jumbo-Visma fasse un beau petit classement général, Polo. Un mot sur Joao Almeida, les gars. Moi, j'y crois pas. On l'a vu même l'année dernière manquer de coffre dès que ça montait haut.
Cette année, avec moins de contre-la-montre, je vois pas dans quelle mesure il peut bien performer au classement général. Après, il y a aussi ce contexte dans son équipe qui est pas fou, avec les déclarations de Lefebvre, avec le retour de Remco Evenepoel. Ça va être compliqué pour lui sur ce Giro. Après, à voir, il nous sort un bon chrono, ça on n'est pas surpris. Mais la prochaine fois qu'il y a un chrono, c'est quand même dans 3 semaines. Entre-temps, il y a quand même plus de presque 30 000 mètres de dénivelé à passer. Donc voilà, ça va être long et compliqué pour Almeida, j'ai bien peur. Avant de passer au focus des Français, Thomas, est-ce que tu peux remettre la cote? Tout à l'heure, on l'a pas vu, de Simon Yates, qui est le grand favori du Giro et qui en plus a une relative belle cote, parce que sur NetBet, vous le trouvez à 3,80, et en général, les grands favoris des tours sont un peu moins bien cotés. Donc franchement, allez-y, sachant que comme vous le voyez dans le chat, vous pouvez profiter de 150 € de free bet sur NetBet grâce au code LESTREAM. Donc vous cliquez sur le lien et vous allez sur NetBet et vous dépensez 150 € et que vous en gagnez beaucoup. Donc ça va être forcément très intéressant. Voilà, on a fait le tour de tous les favoris, de tous les outsiders, et maintenant on va se concentrer sur nos Français. C'est parti. Cette saison, comme on le disait tout à l'heure, Thibaut Pinot n'est pas présent, donc les espoirs pour le classement général vont se tourner vers Romain Bardet. Romain Bardet, si vous n'avez pas suivi le début de saison, a quitté AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale qui aujourd'hui est AG2R Citroën, pour rejoindre la Team DSM. Et si vous ne connaissez pas la Team DSM, eh bien sachez que c'est l'ancienne Team Sunweb. Voilà, vous savez tous sur le changement de sponsor dans le cyclisme et dans le World Tour notamment. Mais Romain Bardet arrive avec quelques ambitions pour ce Giro. Robin, quelles ambitions peut-il avoir selon toi? Moi, je pense qu'il doit viser un podium. Ouais. Une victoire, ce serait honnêtement une grosse surprise et un exploit monumental. Et on serait là pour le saluer, mais je pense que s'il fait un podium, je serais surpris qu'il vienne sur le Giro et qu'il nous dise, moi, je vise un top 10, quoi. Même un top 5, je pense qu'il doit viser podium parce qu'il a l'expérience qui parle pour lui. Alors, il a déjà fait podium du Tour, ça commence à dater, c'était 2016-2017. Mais l'année dernière, il fait encore un super début de Tour de France, jusqu'à sa chute au milieu de Tour où il termine avec une commotion cérébrale. Voilà, quand même pas facile. Mais avant ça, il était complètement dans le jeu pour le général. Et je trouve que pour une saison qui a été tronquée et où il aurait dû aller sur le Giro, finalement il se retrouve sur le Tour par défaut, parce que voilà, il fallait l'envoyer sur le Tour. C'était pas mal. Après, il fait un début de saison là encore, j'ai trouvé assez bon, dans une nouvelle équipe avec de nouvelles responsabilités. On voit derrière toi, Joseph, ses résultats. Il est passé beaucoup par l'Italie. Il a couru Milan-San Remo aussi, ce qui était assez nouveau pour lui. L'Italie d'ailleurs. Il a fait le Het Newsblad, c'est son seul jour de course hors Italie. Mais donc voilà, Tirreno, on l'a vu bien, c'était des étapes compliquées à Tirreno, il y avait des conditions météo difficiles. Il était dans la bagarre. Mathieu Van Der Poel, qui est un chantier terrible, Bardet était là. 10, hein, il avait et sur le Tour des Alpes, on l'a vu aussi bien. Alors, c'est pas la préparation en mode Simon Yates, mais il est présent, il est dans un petit groupe d'outsiders derrière. Moi, je pense qu'il a un coup à jouer. On parlait tout à l'heure de Landa, c'est aussi un coureur expérimenté, Bardet, en termes de quantité de grands tours. Alors, pas sur le Giro, mais malgré tout, il sait ce que c'est que courir 3 semaines. Il l'a notamment dit en préparation cette semaine en conférence de presse et en interview. Donc ça va être intéressant à suivre. Et il y avait une dernière question, c'était celle du leadership chez DSM. Mais moi, je pense que clairement, il n'y a pas de débat, que Jay Hindley, s'il veut être leader, il va falloir qu'il aille le chercher. Mais qu'au départ, Bardet n'est absolument pas équipier. En tout cas, ouais. C'est intéressant, ça. Non, mais c'est ce qui a été dit. Bardet a bossé pour Jay Hindley sur le Tour des Alpes. C'était aussi un moyen de s'enlever un peu de la pression de résultat et aussi de continuer de travailler et de se tester. Là, pour le coup, autour des Alpes, que ce soit Romain Bardet, que ce soit Jay Hindley ou que ce soit le team DSM, tout le monde a dit que ce sera un co-leadership et que ce sera la course qui décidera de qui sera le leader dans cette équipe. Pour l'instant, et je pense que ce ne sera pas Hindley, Polo. Et je pense que ce ne sera pas Hindley non plus. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en Romain Bardet. Tu disais de viser un podium, c'est exactement, je pense, ce qu'il doit viser. Et quand tu vois un peu, on vient d'en parler assez longuement, quand tu vois les favoris, entre ceux qui ont explosé en 3e semaine, ceux qui manquent d'expérience, ceux qui sont blessés, ceux qui donnent plus de nouvelles depuis 8 mois, etc., il y a quand même une place à se faire au soleil, si tant est que tu es un peu en bonne forme. Il a déjà prouvé qu'à 100%, les 2000 mètres, ça lui fait pas peur. Il a déjà prouvé qu'à 100%, 3 semaines de course, ça lui fait pas peur. Il est dans une équipe forte aussi, parce que si il est au niveau des meilleurs, Jay Hindley, ça deviendra un coéquipier. Et son équipe a de belles cartes à jouer pour le mettre dans le meilleur
dans la meilleure des positions possibles. J'ai énormément d'espoir en Romain Bardet. Il était un peu déçu de son Tour des Alpes. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il fait un top 10, il est toujours bien placé. Il était au niveau de Jay Hindley, voire un peu meilleur sur certaines étapes. Voilà, il est dans une marche, il est dans un ordre de marche qui est plutôt normal. Ouais, j'en attends beaucoup là de Romain Bardet sur ce Giro. J'espère un podium minimum. Ouais, Dites-nous dans le chat à quelle place vous voyez terminer Romain Bardet, qui on le rappelle avec le team DSM. Dites-nous premier, deuxième, troisième, cinquième, 72e. Qu'est-ce que vous attendez de Romain Bardet sur ce Giro? En tout cas, Robin, c'est plaisant, disons, de voir Romain Bardet revenir avec un nouveau défi. Pour lui, on imagine qu'il doit être super excité avant ce grand tour. Oui, bon, on avait souvent eu ce débat de est-ce que Romain Bardet devait aller voir ailleurs et quitter AG2R la mondiale et aller dans une équipe étrangère. Ça fait plaisir de le voir tenter l'aventure. Alors, on aurait peut-être pu le voir le faire 1 an ou 2 plus tôt, mais c'est pas trop tard non plus. Il a que 30 ans. Et surtout, c'est bien de le voir un peu libéré de cette pression médiatique qu'il y avait en France, voilà, où c'était le numéro 1, où c'était le leader d'une équipe française qui allait tout le temps sur le Tour de France parce que c'était presque devenu une obligation. Donc c'est cool de le voir libéré de tout ça. Et en gros, s'il rate son Giro, c'est pas très grave parce qu'il y a d'autres gens chez DSM, il y a d'autres leaders. Alors même s'ils ont perdu Hirschi à l'intersaison, il y a d'autres cartes à jouer sur d'autres terrains, même pas que sur les grands tours. Avec une jeune génération, les Marco Brenner, exactement. Les Leknesund et tout, qui sont monstrueux et qui dès l'année prochaine, il est pas tout seul, pourront bien faire kiffer. Non, pour finir sur Bardet, tu as commencé un peu à le dire, il a ce profil pour aimer le Giro et pour être aimé des tifosi, un peu comme les Thibaut Pinot. Il court un peu, c'est un romantique du vélo. Il aime attaquer, il aime faire du vélo champagne, du cyclisme champagne. Et ça, on adore ça en Italie. Le Giro est fait pour ça. Ce parcours-là en 2021 est fait pour ça. Donc non, il a toutes les cartes en main pour nous faire kiffer sur ce Tour d'Italie, Romain Bardet. J'ai hâte de le suivre. Pour terminer sur Romain Bardet, on a fait une déclat dans laquelle Romain Bardet, dans une interview à l'équipe, si vous voulez aller la voir, elle est très intéressante. Et il dit notamment, voilà, j'espère être à mon top niveau sur ce nouveau Grand Tour. On vient sur ce Giro avec de grandes ambitions pour Jay Hindley et moi. On va essayer... On va essayer d'être au top pour tout au long de la course pour nous battre pour le maillot rouge. J'ai cru que j'avais fait une faute d'orthographe en fait en mettant essayé avec un. Il n'y avait pas de faute d'orthographe parce que c'est moi qui l'ai faite celle-là, Joseph. T'inquiète. Ah voilà. Je suis insatiable sur ce genre de choses. T'as bien raison. J'ai un peu de mal à lire alors que voilà. J'ai eu très peur d'avoir fait une faute d'orthographe, Polo. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais voilà ce qu'en dit Romain Bardet, qui est, on est d'accord, la seule chance française pour le classement général. Oui. Vous n'allez pas me sortir un nom. On en parlera peut-être un peu avec le prochain cours qu'on va aborder, mais oui, tout à fait. Mais on avait prévu de parler de Rémi Cavagna, mais du coup. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Du coup, voilà, Rémi Cavagna qui a fait un bon début de saison, mais qui aujourd'hui termine 5e ou 6e du prologue. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Mais il lui reste une chance. Il y a un autre chrono. Il y a un deuxième chrono dans 3 semaines sur lequel il va pouvoir se concentrer. Et après, il y a peut-être quelques étapes où tu peux faire faux bond au sprinter, partir dans le final. Il sait le faire. Voilà. Il sait le faire, il l'a fait sur le Tour de Californie, il l'a fait sur la Volta il y a 2 ans maintenant. Non, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Il sait faire aussi, voilà. Mais ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que j'ai peur que l'afflux qu'il a laissé sur les étapes de plaine pendant le Tour de Romandie lui ait coûté un peu de fraîcheur pour aller chercher ce maillot rose qui était son objectif. Alors après, il y a aussi un autre côté qui est intéressant. Tu l'as dit, dernier contre-la-montre, veille de l'arrivée, enfin l'arrivée même, le jour de l'arrivée. On l'a vu l'année dernière avec la planche des belles filles, il s'est terminé des tours. On l'a vu avec le Tour de Romandie, même si c'est pas pareil, mais on l'a vu l'année dernière avec le Tour de France. Il fait un super chrono, je crois qu'il fait 6e ou 5e, un chrono qui n'est pas du tout fait pour lui. Avec cette arrivée à la planche, il s'est complètement dépouillé pour aller chercher une super place. Donc il s'est terminé un grand tour. Il lui restera un peu de fraîcheur sur la fin de ce Giro. Donc c'est pas déconnant d'espérer le voir jouer la gagne face à Pipo à Milan, quoi. Face à Pipo. À chaque fois que tu dis Pipo, Pipo, je Pipo pense Inzaghi. à Pipo Inzaghi, bien évidemment. Le Pipo de mon enfance. Pipo Pozzato. Pipo Pozzato, ouais. Ou Pozzato, effectivement. Voilà, donc Rémi Cavagna, que vous voyez avec son beau maillot de champion de France du contre-la-montre. On va continuer sur les Français. Et il y a un homme, notamment, un jeune homme, c'est Clément Champoussin, qu'on va voir avec le maillot cette année qui a fait beaucoup parler d'AG2R Citroën. Et Clément Champoussin, Polo,
qu'est-ce qu'on peut en attendre? On avait pas mal d'espoir, ou en tout cas on était pressé de savoir ce qu'il allait donner sur le début de saison. Il n'a pas rempli toutes les attentes. Qu'est-ce que tu en penses? Je te trouve dur. Non, je trouve qu'il fait un très bon début de saison, que ce soit sur les classiques Très bon. Fonardèche, où il se bagarre. Attends, je vais y venir. Où il se bagarre avec David Godu. Sur ce trophée, la Gueglia est très intéressant, que ce soit sur le résultat pur ou même par l'avenir, parce qu'il a montré qu'il était capable de se bagarrer sur ce genre de profil de classique, type ardennaise. Et donc, c'est quand même hyper intéressant, avec les meilleurs du monde. Il est jeune, il a 22 ans, je crois, Clément Champoussin, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'après ce début de saison un peu excitant, on a commencé à se demander, on l'a vu performer sur le Tour de l'Avenir, on s'est dit, on veut le voir sur le général, on veut le voir sur le général autour du Pays Basque, on veut le voir sur le général autour de Romandie, on veut le voir au général partout, on veut le voir au général sur le Giro. Non, là je pense que Clément Champoussin doit arriver sur ce Giro. D'ailleurs, je pense que c'est ce que lui disent ses directeurs sportifs et son entourage. Va te faire kiffer, c'est ton premier grand tour. Va essayer de chercher une petite étape, tu l'as largement dans les jambes. Et puis peut-être le classement général viendra à N+1 ou N+2. Je me rappelle du premier tour de David Gaudu en 2018, il était un peu dans cette optique-là aussi. Voilà, mettons pas trop de pression à Clément Champoussin, c'est un crack de chez crack, qui a déjà montré cette année qu'il pouvait se bagarrer sur une journée avec les meilleurs du monde. C'est surtout allons ça, le chercher sur comme, une victoire d'étape. comme il a montré un peu à certains moments qu'il était très fort, tu te retrouves à avoir des attentes parfois démesurées. Et honnêtement, s'il fait un mauvais, entre guillemets, voilà, s'il atteint pas ses objectifs peut-être sur le Tour de Romandie, c'est pas grave. Et même s'il atteint pas ses objectifs sur le Tour d'Italie, l'année dernière, il a fait un beau Tour d'Italie. Il termine premier français aux portes du top 15 du général. Voilà, après, est-ce que ça sert à quelque chose qu'ils se battent encore pour aller faire 16e du général? Je suis pas sûr. En tout cas, lui, très clairement, il le dit qu'il vise pas le général, Voilà. ce serait idiot, qui vise une victoire Aujourd'hui, d'étape. ça sert à rien. Aujourd'hui, ça sert à rien. Tu l'as fait il y a quoi? Il y a 8 mois. Voilà, va essayer d'aller chercher une étape cette fois, sachant qu'en montagne, tu fais partie de ceux qui peuvent gratter un truc. Ouais. Sachant que j'ai dit Tour du Pays Basque, mais il participait au Tour de Catalogne. Mais tu Ça vois, influence, Polo. oui, c'est à côté. Mais non, pour le coup, ce qui est intéressant, et un mec le disait dans le chat, c'est que sur ce trophée la Gueglia, l'adversité était presque plus importante que sur ce Giro, sur les grimpeurs un peu forts sur des courses d'une journée. Mollema, Bernal, Van Sevenant qui termine devant Champoussin. Et regarde ce qu'il y a derrière, c'est du lourd aussi. Mais, Tu connais Landa, Knox, ouais. Et, surtout les classiques du début de saison de toute façon ont été même pour Bardet qui a été faire un tour sur ces classiques là, ça voulait dire aussi beaucoup d'être dans le bon coup. Il bat Hugh Carty sur la Fonardèche classique, donc qui finit 3e derrière Gaudu et Champoussin aussi. Donc non, beaucoup d'espoir. J'aimerais qu'il gagne une étape quand même. C'est un bel objectif. C'est un objectif aussi réalisable, donc il y a pas de raison. Voilà, on a fait le tour des Français, je pense. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Il y aura aussi du Rudy Mollard. On va suivre les équipes françaises. Rudy Mollard et Reichenbach pour les étapes. T'as la Cofis avec Nico Edel, peut-être pour un maillot à poids de derrière les fagots. Pourquoi pas. Mais voilà, ce sera des chasseurs d'étapes, quoi. Exactement, des bons chasseurs. Et après, on étudiera la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Voilà, on a terminé avec ce débat sur les Français, ce focus sur les Français, pardon, et on va se tourner vers des bonifications. Est-ce qu'on a un petit jingle bonification, Polo? Je ne me souviens plus. Bien sûr. On a un jingle bonification, c'est parti. Ces bonifications, en gros, j'ai choisi 4 coureurs qui m'ont intéressé. Pour avoir l'avis de Polo et de Robin. Si vous rejoignez en ce moment Roue Libre, sachez que Robin et Polo sont les 2 chroniqueurs Roue Libre habituels. Roue Libre, oui. Émission de la First Team. Et on est très heureux d'être sur le stream. Vous nous retrouvez sur First Team Sport sur YouTube, voilà, pour tout vous dire. Et ces bonifs, les gars, du coup, 4 coureurs. Et le premier que j'ai choisi est un coureur d'une équipe... Androni, voilà l'équipe Androni, et c'est Jefferson Alexander Cepeda. Voilà. Polo, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu assens de ce coureur qui a fait un très bon Tour des Alpes, qui peut viser des étapes? Alors, quel sera son objectif? Viser des étapes, il monte très bien. Est-ce que sur la durée, il va être capable de s'accrocher? Moi, j'ai l'impression que Cepeda va aller se bagarrer pour le classement général dans un premier temps. C'est la question. J'espère qu'il va pas trop faire ça. J'aimerais bien qu'il joue plutôt les étapes. De son Tour des Alpes,
il aurait tort, en tout cas, de ne pas essayer sur les premières étapes difficiles. Après, moi, je le vois plus dans un rôle de chasseur d'étapes aussi. Je pense qu'un beau maillot bleu à pois blanc serait une belle récompense aussi. S'il se le met, le maillot bleu tout court, d'ailleurs, excusez-moi, ça c'est en Espagne, l'autre. Je pense que ça peut être une belle récompense, un maillot de meilleur grimpeur, avec peut-être une belle étape de montagne à aller chercher après avoir perdu un peu de temps sans se concentrer sur le classement général. Mais j'ai peur qu'il joue le classement général. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de voir un petit jeune comme ça qui performe chez Androni. Depuis Bernal. Après, il y a eu Bernal, il y a eu Sosa et il y a eu Rivera dans une moindre mesure. Et voilà, c'est encore un bon grimpeur qui sort de chez eux. Et j'espère que il va faire un bon Giro. En tout cas, sur le Tour des Alpes, il est impressionnant. Ouais, Miguel Capucci qui dit le maillot d'Androni, il fait pâlir les panneaux publicitaires. C'est vrai qu'on dirait un beau maillot de la SNL qui s'y frotte, s'y pique. J'adorais quand il y avait écrit ça sur le col. Salut Gianni Savio qui fait toujours du taf extraordinaire. Encore une fois, il nous sort un jeune Sud-Américain de l'espace qui brille. Donc bravo à lui, à son bon travail de prospection en Amérique du Sud. Voilà, et Inde qui demande c'est quoi Giro. Eh bien oui, on te lit, ne t'inquiète pas. Giro, c'est Tour en italien. Et là, c'est le Tour d'Italie qui va avoir lieu et qui a commencé aujourd'hui. Ça dure 3 semaines dans le vélo. C'est un grand tour et c'est un des grands événements majeurs du calendrier World Tour. Donc c'est très important de tout savoir pour briller en société. Le deuxième coureur que j'ai choisi, les gars, c'est Marc Soler. Marc Soler qui, en gagnant une étape dernièrement, a fait un geste qui m'a intrigué. Voilà, pour en gros, à qui je ne sais pas, même si vous avez vu. Son boss peut-être, à nous aussi peut-être, parce qu'on l'a bien terminé. Tu crois qu'il regarde au livre? J'espère, en tout cas, il aurait tort de se priver. Hein. Non, mais est-ce qu'il vise les médias globalement et les critiques dont il peut faire Je sais pas, Robin a raison, il est ballotté depuis 3 ans, il est complètement ballotté dans son équipe, mais le premier responsable, c'est lui. C'est toujours le problème de ce genre de geste, c'est que quand on arrive à faire ce genre de geste, en général, le premier responsable d'une situation dans laquelle tu n'es pas à l'aise, c'est toi. Et Marc Soler, de par ses résultats, de par certains comportements aussi, s'est mis dans une situation où même chez Movistar, il a été un peu discuté. Après, peut-être que ça n'a aucun rapport, il fait peut-être ça à son ex avec qui il s'est séparé il y a 3 semaines. On ne sait pas, c'est possible, ça arrive à des gens bien. T'imagines son ex qui se séparait, qui regarde les étapes de Marc Soler encore peut-être qu'elle s'est remise avec un autre coureur, hein. C'est arrivé en France aussi. Hein. Donc voilà, on ne sait pas. Hein. Regarde Mario Rose, elle commente le Giro sur Eurosport aujourd'hui. Non, mais plus sérieusement, il est en forme. Mais sur 3 semaines, il a jamais rien fait. Sur 3 semaines, c'est le problème. Non, je pense pas qu'il ait la fiabilité. Tour de Romandie, la Vuelta l'année dernière, on en parlait un peu, mais il gagne une magnifique étape sur le Tour de Romandie. Tu te dis qu'il va le gagner ce Tour de Romandie, c'est pas possible. Et encore une fois, il bloque sur l'étape Rennes. Voilà, donc non, il va aller chercher une victoire d'étape comme sur la Vuelta l'an passé, ou il y a 2 ans, je sais plus, je confonds. Et ce sera déjà très bien. Et Marc Soler, j'allais regarder, mais Polo, il a confondu Soler et Erwan. C'est vrai que ça aurait pu être assimilant dans le storytelling. Mais rappelons que Marc Soler qui arrive, qui a un maillot, notamment une image à défendre, qui est celle de la Movistar, Robin, qui n'a pas brillé depuis un bon petit moment. Il est leader unique, ce qui est rare chez la Movistar. Hein. Exactement. C'est rare que Movistar se pointe sur un grand tour avec un leader aussi faible, entre guillemets, quoi. On était habitué à du Landa, du Quintana, à la limite du Henrik Mas. Lopez, ça les met dans le jeu terrible. Lopez, qu'ils ont recruté mais qui court pas pour l'instant, évidemment, ça les met dans une situation délicate. Et Valverde est plutôt jeune. Et Valverde fait quand même un gros début de saison. Mais là, t'es sur un Giro où t'arrives un peu à poil, quoi. T'as pas de leader. Alors que ça fait 10 ans que t'as toujours eu des très gros leaders sur toutes les courses et là, t'en as pas. Ouais, là, je vais vous donner le roster de la Movistar. Nelson Oliveira, Matteo Jorgensen, Marc Soler, Albert. Bel espoir. Ce sera intéressant de voir ce qu'il peut faire sur son premier grand tour, l'Américain. Il a montré de très belles choses cette saison. Ce sera peut-être là le petit intérêt côté Movistar cette année. Et les autres, Albert Torres, David Villea, Dario Cataldo, Antonio Pedrero et Augusto Heiner Rubio. Voilà. Le roster de la Movistar. Le troisième coureur dont j'ai envie de parler, les gars, c'est un certain chasseur d'étapes qui s'appelle Thomas de Gendt. Voilà, on le voit, qui a gagné une très belle étape sur le Tour de Catalogne. Polo, est-ce que Thomas de Gendt va réussir encore à aller en chercher une? Je sais pas. J'ai envie de poser la question à Robin qui s'est penché statistiquement sur la question et qui aura peut-être plus de billes que moi pour répondre.
Il a beaucoup tenté sur le Giro l'année dernière. Il a fait 5 échappées, c'est pas allé au bout, mais ça reste le cadre des échappées. Ça reste, on l'a encore vu la semaine il y a 2 semaines plutôt. Non, c'était il y a longtemps, c'était en Catalogne. Donc ça remonte un peu, mais il avait gagné une étape déjà en échappée cette année. Et puis voilà, c'est la classique de Gent en échappée. Donc on a fait quelques stats pour vous donner une idée un peu du phénomène sur les grands tours. Alors mon Thomas, est-ce que tu peux balancer le tableau des stats de Thomas de Gent cette saison avec effectivement des stats très intéressantes, Robin? Alors de Gent alors c'est pas sur cette saison, hein, c'est sur sa carrière. Parce que 59 échappés cette saison, ça ferait beaucoup quand même. Il roule pas autant. Mais donc 59 échappés sur les grands tours, que ce soit Tour de France, Vuelta et Tour d'Italie. Et donc ensuite, on a calculé son pourcentage de réussite sur chacun des grands tours, sachant qu'il a gagné 2 étapes du Tour, une de la Vuelta, une du Giro. Donc voilà, en gros, sur le Giro, pour donner l'exemple concret, c'est 11 échappés, une victoire, donc 9% de réussite. Sur le Tour de France, il a gagné 2 étapes, mais il s'est échappé aussi beaucoup plus de fois. C'est pour ça que son pourcentage baisse légèrement. Et surtout, la stat impressionnante sur Thomas de Gent, c'est ça, 16 victoires en professionnel, la dernière que vous voyez en bas, et 15 fois c'était en échappée. Alors la première c'est la de 2009, la dernière c'était il y a quelques semaines au Tour de Catalogne. Ça fait plus de 10 ans et Thomas de Gent est la référence numéro 1, en termes d'échappée dans le peloton. Pareil, hein, si vous traînez du côté de NetBet et que vous voulez parier sur un vainqueur d'étape, vous pouvez cocher le blast de Thomas de Gent. La cote ne doit pas être énorme, mais le gain n'est pas sûr, mais c'est quand même la plus belle cote à jouer si vous voulez jouer ce genre de pari. Et le dernier coureur dont on va parler, c'est Alberto Bettiol. Alberto Bettiol, ça c'est juste une petite blague pour Robin. Alberto Bettiol, coureur qui a gagné le Tour des Flandres et puis malheureusement depuis on l'a plus trop vu. Qu'est-ce que t'en attends? Il a fait un bon prologue aujourd'hui. Je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il fait un bon prologue. Hein. Il est 5e au premier intermédiaire et je crois qu'il est dans les 20 premiers à la fin. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, la réalisation le montrait pas mal parce que c'est en italien. Et je me suis dit, il est en train de faire un temps canon ou quoi. Bon, finalement, c'est un temps correct. Il fait dans le top 15, je crois. Mais honnêtement, j'en attends pas spécialement quelque chose de Bettiol. J'attends de voir quel va être son rôle. Est-ce qu'il va bosser uniquement pour Carty ou est-ce qu'il va aller essayer de chercher des étapes? Mais c'est pas trop un coureur non plus. Chasseur d'étapes sur les grands tours, quoi. C'est pas trop son profil, donc j'en attends pas grand chose. Voilà, on en a terminé avec cette preview du Giro. Les gars, il nous reste 5 minutes, c'est magnifique, ça va nous permettre de faire un petit quiz pour terminer dans la bonne humeur. Tu prépares un petit quiz? Mais oui, j'ai préparé un petit quiz, bien évidemment, on est dans un timing. J'ai toutes les réponses ici, Polo, là. Tout est là. Je suis pas surpris, hein, t'inquiète, t'as pas besoin de me le dire. Un quiz qui va être tourné globalement autour de ce Giro et de ce début de saison. Je baisse l'ordinateur qui m'a pas servi à grand chose parce que le Wi-Fi est catastrophique. Oui, effectivement, moi aussi j'ai dû me mettre en partage de connexion pour tout dire. Et on connaît les déboires du partage de connexion, mais ça nous va bien, on vit d'amour et d'eau fraîche, mon Polo, et notamment sur et de connaissances cyclistes extrêmes qui nous permettent de ne pas avoir besoin d'ordinateur pendant surtout Robin qui lui. Eh ben on va voir ça avec une énumération pour démarrer, les gars. Vous allez devoir me citer tous les coureurs qui ont fait podium sur le Giro depuis 2010, inclus. Ok. En énumération, les uns après les autres. Le premier qui se trompe a perdu, sauf si celui d'après se trompe à nouveau. Okay. On commence par qui, les gars? Je t'en prie. Allez, Polo. Gentleman. C'est parti. Tao Gegenhardt, vainqueur effectivement en 2020. Jay Hindley, deuxième en 2020. Kelderman, troisième en 2020. Carapaz, premier, c'est bon. En 2019. Christopher Froome, vainqueur en 2018. Dumoulin, vainqueur en 2017. Quintana, vainqueur en 2014. Nibali, vainqueur en 2013. regardez le chat, Polo. Non, je regarde pas le chat. Contador, vainqueur en 2015, c'est bon. Ejdal, très solide, ça, vainqueur en 2012. 2012, Thomas de Gent. Thomas de Gent, ah oui, effectivement, avec son échappée sur le Stelvio. Alors, c'était en quelle année? 2012. C'était en 2012, tu viens de le dire. Rodriguez, pour compléter le podium de 2012. Exactement. Oh, je sens que Robin te met une petite pression en disant ça. Ivan Basso, 2010. Scarponi, bon. 2011. Scarponi, 2011. C'est bon. Cadel Evans. 2010. En 2013, il fait troisième. Quel coup de Cadel Evans. Ah ouais, là je retire bien. Pour moi, il faisait podium en 2010. T'en sors très bien. Rigoberto Urán qui fait... alors oui, effectivement, il fait 2 fois deuxième en 2014 et en 2013. Polo. Ça va pas être simple. Il nous manque le vainqueur de 2015. Non, il t'a dit c'est Contador. Contador, ouais. De 2016, pardon. Ah.
2016. Non, on l'a dit. On a dit, c'est Nibali. On a dit Nibali. Ah, vous avez dit Nibali. Ouais, Ok. on a dit Nibali. Bah, je ne l'avais pas Kruijswijk. caché. Kruijswijk. Podium. Kruijswijk, Kruijswijk, podium Non. 2016, non. Non, il est out du podium. C'est Chavez qui fait 2 en 2016. non, même pas. Chavez, bravo. Putain. J'avais Haru, Landa, Oui, moi Gadret, j'avais Arroyo. Je gardais Arroyo. J'avais Haru et Landa et je bloque sur 2016 et je balance Kruijswijk. Je suis sûr qu'il fait quand même podium en 2016. Troisième J'avais en un- 2011, Haru et les Landa, gars. J'ai eu chaud jamais. sur Evans. hein. J'en ai parlé tout à l'heure d'Haru et Landa en plus. Et ils ont été bons dans le chat aussi. Ouais, ils ont été bons. Il y en a, il y Il avait manquait aussi qui du John Gadret en 2011, À Gadret, je l'avais. J'avais Arroyo aussi, mais il m'en manquait. Arroyo en 2010, Qui fait 3 en 2010 Vincenzo Nibali. Ah, ok. Voilà. Et le dernier coureur français à avoir porté le maillot jaune, maillot rose, les gars. Polo l'a dit tout à l'heure. Jalabert en Jalabert. 99. Exactement. Il nous reste 1 minute 30, les gars. On va essayer d'être très T'as pas un petit rapide. qui suis-je là en dernier Allez, là, un la petit qui numération suis-je. c'est un peu long. Effectivement, c'est mieux un qui suis-je parce que sinon je sens qu'on va dépasser le temps et ça va. Sachant qu'on n'a pas le droit de dépasser, Joseph. Oh, on n'a pas le droit de dépasser, effectivement. Si on trouve pas à 20 secondes de la fin, tu donnais la réponse. Voilà, c'est ça. Bon, bah, je trouve un qui suis-je très rapide parce que j'avais plutôt 2 énumérations, mais ce sera un qui suis-je très rapide, les gars. Je suis un On coureur pas le chat. Oui, vas-y. actuellement âgé de 32 ans. 32 ans, je suis dans le peloton depuis 2010 et ma première équipe World Tour a été la Radio Shack. La Radio Shack. Et en 2014, j'ai signé chez la Lamprey, puis chez Movistar. Je fais le Giro aujourd'hui. Mon nom a été mentionné. Castroviro. Ce n'est pas Castroviro. Je suis Castroviro un avec coureur européen. Ma nationalité est frontalière de la France. C'est un Belge. Ce n'est pas un Belge. Je suis un coureur spécialiste Radio notamment Shack. des contre-la-montre. Radio Shack. Nelson Oliveira. Nelson Oliveira, bien Polo. joué. Bravo Polo. On a parlé de lui. Félicitations. Ah ouais, quand t'as donné le roster de Movistar. Eh oui, Ouais. c'est ça, Bien exactement. Bravo Polo, il nous reste 20 secondes Yes. pour Ça féliciter avait été Polo, trop dans le pour chat. dire que la semaine prochaine, il va remettre en course cette victoire au Quelle Ah oui, victoire il y a on un- se- Quelle On victoire il y se a un retrouve. Tout se joue sur le Il y a qui suis-je. zéro C'est victoire. vrai, c'est se vrai, joue sur le qui effectivement. suis-je. C'est vrai. Mais on se retrouve la semaine prochaine à 16h30, le même jour, le samedi. Et bon Giro à tous. On espère qu'on vous a fait kiffer avec ce Giro et cette preview. Ciao les rouleurs, bisous. Salut.